Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Apparemment, c'est au fond, c'est bon. Je vais redemander, s'il vous plaît, d'éteindre vos portables ou de les mettre sur vibreur. Ça serait sympa. Et donc, je suis très heureux d'être parmi vous ici, concernant l'édition du livre sur les travaux du docteur Gernez, des maladies dégénératives, les propositions du docteur André Gernez. Texte choisi présenté par Soline Abbeville, que je remercie d'avoir effectué ce travail parce qu'il n'existait pas tel quel. Il était, on va dire, un peu éparpillé, il fallait chercher, quoique sur le site de la PAC, vous avez de bonnes informations, mais pas tout le monde n'a l'internet, et un bouquin comme ça est salutaire, il faut faire ce travail. Déjà que je ne devrais pas être là, hein, ces conférences devraient se faire dans les universités, dans les amphithéâtres de médecine. Je vois bien l'amphipropédeutique de la Timone, avec ses 1200 places, accueillir des médecins et toutes sortes de spécialistes pour parler de tout ça. Et en fait, non, ce n'est pas le cas. Et là, c'est là où c'est problématique. C'est vraiment problématique. Donc, je remercie toute l'organisation. C'est vraiment très bien fait, très bien organisé, et c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument ce qu'il faut faire tout le temps pour diffuser ces travaux, parce que c'est dingue comme c'est simple de sauver une vie, voire des milliers, des millions de vies. Donc j'ai rencontré personnellement le docteur André Gernez par rapport à ses travaux en 2006-2007, dans les livres, dans les vidéos, etc. Et j'ai organisé avec lui une conférence fin 2008 au cinéma Le Prado à Marseille. J'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement humble, d'une gentillesse phénoménale. Je me rappellerai toujours, je l'avais accompagné à l'hôtel, il a refusé qu'on lui paye le défraiement de l'hôtel, je me rappellerai toujours. On a beaucoup discuté, conférence qui était pleine, c'était au cinéma Le Prado, quand même, quartier chic marseillais, 250 personnes minimum. La salle était pleine. Donc c'est à ce moment-là que donc, je l'ai rencontré physiquement, et depuis on a, pour ceux qui connaissent, qui ont approché ce génie, qui pour moi est certainement le génie français du siècle dernier, largement, avec peut-être dans un autre domaine René Guénon. Mais ce type n'est pas normal, il n'est pas comme nous, hein, il faut bien l'intégrer. Et je pense, sans vouloir dénigrer les autres pontes de la médecine, ou de la pharmacie, de la dentisterie, tout ce que vous voudrez, ils sont loin derrière. Hein. Ce type est en avance sur son temps, il est en avance sur plein de sujets. Enfin bon, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et plus, vous le constaterez par vous-même, hein, pour les curieux qui cherchent à rencontrer des gens, plus ils sont forts, plus ils sont géniaux, plus ils sont humbles, ils sont sympathiques, ils sont accessibles. Voilà. Donc on a entretenu une correspondance très régulière. C'est un bourreau du travail, enfin, c'est dingue le boulot qu'il fait. Et il a continué la lutte jusqu'à, je pense, 15 jours avant son décès, facilement. Il envoyait des courriers de 2-3 semaines avant qu'il nous quitte, Dieu l'agrée auprès de lui. Donc je lui ai envoyé mon bouquin quand il est sorti, et j'ai eu l'extraordinaire... Bon, c'est un type d'une politesse, c'est fou, hein. Il envoie tout le temps des cartons comme ça pour le nouvel an, et il m'a envoyé un petit papier. Cher confrère, quel ouvrage, on reste stupéfait pour le fond et séduit par la forme, etc. Et ça, pour moi, franchement, c'est une de mes plus grandes fiertés sur cette planète. Donc, que mon bouquin ait plu au docteur André Gernez, ou André Gernet. Il y en a qui disent André Gernet. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai raison de là où se dit Gernet. Donc, c'est vraiment une rencontre enrichissante, et aussi bien humainement que scientifiquement. C'est quelque chose de rare, d'unique. On avait essayé de refaire des conférences, mais bon, son état de santé ne le permettait pas, et il se trouvait toujours, il disait, en fait, il est plus rapide que nous tous, et il disait oui, non, mais
j'ai peur de perdre mes mots, je vais pas être efficace. Alors que le type, il me disait ça, et après il enchaînait sur une discussion, il parlait de plein de trucs, il partait dans tous les sens. C'est vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il était parmi nous jusqu'à il y a 3 mois quand même. Hein. Donc voilà, c'est réconfortant de voir qu'il y a des gens comme ça qui existent. Il y a toute une équipe derrière lui aussi. Hein. Donc, qui font que, quel que soit l'ennemi en face et l'imbécilité de certains, il y aura toujours, par une certaine grâce cosmique, l'ennemi en face qui fera l'inverse, quoi, et qui va essayer de compenser le désordre. C'est comme ça que je vois les choses. Bref. Donc, présentons maintenant le docteur André Gernez, pour ceux qui ne le connaissent pas, et surtout, bon, les gens connaissent sa prévention active, ses travaux sur le cancer, mais on va recadrer ça dans la chronologie et faire un travail un peu, on va dire, une liste que vous retrouverez sur le site de la PAG, Association pour André Gernez, dont je salue la présence parmi nous de celui qui gère, Alain Rojan, qui gère le site et qui en a fait, je me rappelle, il y a quelques années, c'était un tout petit site de rien du tout. Là, ça devient vraiment un très gros site avec beaucoup de documents, d'informations, de vidéos. Vous avez absolument tout dessus, c'est un travail titanesque. D'ailleurs, je l'en remercie. Et d'ailleurs, il fait un boulot de dingue. Alors, le docteur André Gernez, déjà, si on s'arrêtait à cette première ligne, je pense que c'est suffisant. Voilà, prix nobélisable 4 fois, 100 fois. Voilà, il a révolutionné la science, la biologie, par la découverte du concept des cellules souches. Voilà, je vous montrerai après ce que c'est dans un schéma, mais c'est quelque chose de phénoménal. On ne savait pas, vous savez que le corps humain, la cellule se divise, mais d'ailleurs, pour que le foie, d'ailleurs il explique très bien le docteur Gernez, pour que le foie garde son volume, pour que les yeux gardent leur volume, pour que l'estomac garde son volume, il faut que la production cellulaire soit hyper précise. Parce que si on déconne ne serait-ce que 5-6 sur 5-6 multiplications, d'abord c'est ce qu'on appelle ça un cancer, ou une augmentation du volume. Ça peut aller très très loin, c'est des cancers qui pèsent des kilos. Donc on ne comprenait pas ça. Jusqu'en 63, les gens ne savaient pas, les scientifiques expliquaient le concept de la division cellulaire. Est-ce qu'une cellule, elle donne 2 cellules identiques, ou est-ce qu'elle donne... Voilà, qu'est-ce qu'elle donne, la cellule? C'est pas facile, hein, vous n'allez pas interroger la cellule, qu'est-ce que tu vas faire? C'est compliqué. Et bien lui, il a expliqué en 1963, ça fait déjà assez longtemps. En 67, bon, vous savez qu'il est bachelier à 15 ans, médecin à 21 ans, il a fait une thèse, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un de très précoce. Donc en 67, il publie son livre sur le cancer, justement, le néopostulat biologique et pathogénique. Ce qui est quand même pas mal. Et c'est là où il fait ses découvertes. C'est énorme, hein. Vous vous rendez compte des chiffres là? 67, ça fait 45 balais là quand même, c'est énorme. Et pourtant, c'est pas encore appliqué à grande échelle. En 1971, donc, on a vu que ce qu'il disait était juste, ou du moins certain. Le professeur Gélé, qui était le patron du Conseil de l'Ordre, le président du Conseil de l'Ordre du Nord, puisque lui-même, Dr Gernez, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, il était de Marron-Barbeul et donc de Lille, Roubaix, tout ça, enfin toute la zone du Nord. Et il a fait un appel solennel pour justement confirmer, appuyer ces découvertes et appeler les autorités à aller dans ce sens. Parce que, vous savez, c'est très simple, hein, il suffit que des ministres, enfin, que voilà, ouais, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, pardon, certainement pas l'actuel, mais bon, prennent des décisions, le ministre de l'Enseignement, supérieur, et c'est réglé. C'est enseigné dans les facultés, il y a des conférences, des séminaires partout, les budgets sont débloqués, point à la ligne, ça s'arrête là, la discussion. Non. Systématiquement, et Nicolas Lapétina va nous l'expliquer tout à l'heure, systématiquement, il y a des blocages. Il y a eu même le maire de Florence, je crois, qui a voulu faire une conférence, il a été viré. Il a été destitué de ses fonctions, après il a arrêté... Enfin, il y a quand même quelque chose de très très louche derrière la volonté farouche de mettre un couvercle de plomb, une chape de plomb, mais ultra épaisse, soudée, hermétique, sur les travaux de Dr Gernez. Donc je vais vous le montrer après l'appel solennel, c'est quand même pas rien du tout. Un professeur, hein, c'est pas rien,
parce qu'on va nous dire, oui, c'est qui cet obscur docteur Gernez, personne ne le connaît. Oui, peut-être. C'est peut-être parce que vous êtes un imbécile d'ignare et d'inculte que vous ne le connaissez pas. Mais tous les gens qu'on va citer et qui vont le soutenir, des professeurs, des politiciens certains, mais très peu de temps. Parce qu'après, ils vont se faire taper sur les doigts. Et c'est peut-être pas des imbéciles. Et vous verrez que ça va très loin, les soutiens des scientifiques. Hein. Puisque, bon, en 72, on aura une confirmation par l'INSERM des travaux du docteur Gernez. Donc ils ont fait des études, ils ont vu qu'il y avait une disparition des tumeurs qu'ils avaient fait inoculer, etc., à 96 ou 93%, je ne sais plus combien, spectaculaire. Des résultats extraordinaires. Bon, donc confirmation, il ne verra jamais les papiers officiels des résultats. Hein. Donc ça, c'est encore une preuve grave, importante, factuelle, vérifiable, de la véracité, de la justesse des travaux du docteur Gernez. En 74, ça va plus loin. Alain Poher reçoit les docteurs Gernez et Delahousse à l'Élysée. C'était le patron du Sénat et président par intérim. C'est pas rien du tout. Hein. Bon, ça ne donnera rien, encore une fois. En 79, là, c'est le summum de la folie de cette affaire. C'est que l'association de protection mondiale de l'environnement, mondiale de protection de l'environnement, qui a été créée, imaginée par qui? Par quelqu'un dont je parle beaucoup, puisqu'il a écrit un bouquin moi, qui me paraît essentiel pour comprendre la dérive du monde moderne, c'est Gunther Schwab. C'est Danse avec le diable. C'est un type qui est vraiment... mais il avait 20 ans d'avance sur les vers d'aujourd'hui, quoi, les écologistes d'aujourd'hui. Donc c'est lui qui a monté cette association, qui est assez internationale, et elle est connue, elle est importante. Et ils lui ont donné la médaille Hans Adalbert Schweigart, qui était présidé à l'époque par Linus Pauling, celui qui a découvert les propriétés assez extraordinaires de la vitamine C en dosage important, 10 grammes, 20 grammes par jour, des cures de 30 jours, etc., concernant le cancer, par exemple. Donc, le prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix. Donc, c'est pas n'importe qui, hein, Linus Pauling. Linus Pauling, c'est pas rien du tout. Pire encore, le jury de cette médaille, c'est 40 prix Nobel. C'est que des prix Nobel. Donc, qui ont remercié et rendu hommage et les honneurs aux travaux du docteur Gernez. Et en plus que sur le cancer, c'est-à-dire c'est rien du tout par rapport à ce qu'il va faire comme découverte à partir des années 80 sur les maladies dégénératives. Donc là on est vraiment, c'est sur une partie infime de ses trouvailles. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer en 1980-2005, puisque tout le monde fait semblant qu'il n'a rien dit sur le cancer, mais il va faire d'autres petites découvertes encore plus spectaculaires. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est révolutionnaire et c'est spectaculaire par leur simplicité. Il avait une façon de penser, je pense, saine. Je pense que dans sa tête, le docteur Gernez, il avait il avait le génie vous savez, comment on appelle ça, la finesse des enfants. Vous savez, un enfant, vous ne pouvez pas la lui faire. Hein. Il est carré, il est simple dans sa tête. Tout doit être logique. Si vous voulez le convaincre, il faut que ça soit logique. Vous ne pouvez pas fumer et dire à votre enfant, oui, il ne faut pas fumer. Ça n'a pas de sens. Et dire, oui, mais papa, tu fumes. Donc tout de suite, il faut que ça soit simple. Et lui, il était très, très, très simple dans sa façon de penser. Donc tout de suite, il déconstruisait tout, il redémarrait à zéro. Et là, il a fait des découvertes hallucinantes. Sur la neurogénèse, il a fait exploser le postulat de Ramon y Cajal sur le fameux 1906, prix Nobel 1906, un siècle. Vous savez que j'ai fait mes études de médecine donc en 92 PCEM1, la première année de premier cycle des études médicales. À l'époque, on nous disait encore que le neurone se multiplie une fois, après il meurt. Donc vous avez, par exemple, vous avez vos 80 milliards de neurones à 18 ans, c'est terminé, maintenant, ils ne font que disparaître. C'est faux, totalement faux. C'est très grave parce que ça change
complètement la conception de la thérapeutique de toutes les maladies du cerveau. Puisque vous avez des cellules, il vous explique qu'il y a des cellules souches qui vont créer des neurones sains. Ça change absolument tout. Donc, et ben pourtant, lui, il va faire cette découverte phénoménale. Donc c'est faux, Ramon et Cajal, c'est planté, c'est pas grave, c'est planté. On corrige? Non, personne ne veut corriger. D'ailleurs, c'est comme le sida avec le fameux sarcome de Kaposi. Alors on dit oui, c'est le sida, c'est pas le sida, c'est le poppers. Mais on continue aujourd'hui à dire dans les universités que c'est le sida. Faut arrêter, quand même, faut corriger nos erreurs. C'est pas très grave de se planter, on est des êtres humains. Mais corrigeons nos erreurs. Donc faut arrêter de sniffer des saletés. Faut arrêter de rentrer, de partir en boîte jusqu'à 5h du mat, de prendre des extas, etc. Après on se demande pourquoi on est malade. C'est complètement débile. Bref. Donc, cette découverte sur le neurone va complètement chambouler toute la vision de tout ce qui est Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, schizophrénie, tout, absolument tout. Ce qui est énorme, hein, franchement, c'est phénoménal. Il va remettre en cause tout ce qui est athéromatose, vous savez, le principe du cholestérol. Alors, vous savez que le cholestérol, c'est une fumisterie. Alors, vous voyez, par exemple, vous allez vous renseigner sur le cholestérol. On va vous dire quel est HDL et LDL, le mauvais cholestérol, le bon cholestérol, etc. Après, il y a tout le business du beurre sans cholestérol qui va se balancer sur vos écrans. C'est énorme. Le docteur Gernez va vous dire tout simplement que le bouchon qu'il va y avoir dans vos artères, et qui va faire que la tension va augmenter, que bon, vous allez avoir des soucis de coagulation, etc. Bon, bref, qui va conduire à la mort, à des paralysies. C'est une des premières causes de paralysie en France. Hein. C'est le petit accident vasculaire, boum, hémiplégique. C'est très grave. Hein. Ça coûte très cher à la société, ça détruit les familles. Bref, ben, c'est un cancer. C'est un cancer, c'est un épaississement de la membrane artérielle, capillaire, etc. Et qui va créer des... Voilà, c'est un cancer. Donc, il le soigne comme le cancer. Et pas du tout en faisant des régimes. D'ailleurs, il y a 2 ans, 1 an, le professeur Philippe Even écrira un bouquin sur l'absurdité de ce concept du cholestérol et pire encore des statines, dont un des effets secondaires, c'est de rendre aveugle. Aveugle. Rien que ça. Je préfère... Enfin, il faut... Des fois, on se demande à qui on parle, qui fait les choses, quoi. Enfin, c'est très curieux. Hein. Myopathie de Duchenne. Myopathie de Duchenne. C'est phénoménal, là aussi. Chaque année, hein, la même soupe, Téléthon, 120, 130 millions, on appelle à la générosité des Français, ces mêmes Français qui payent des milliards d'impôts chaque année, hein, 350 milliards d'impôts chaque année, à qui on demande encore 50 milliards supplémentaires, etc. Mais il n'y a toujours pas d'argent pour travailler sur les maladies de Duchenne. Ben non, le docteur André Gernez a trouvé la solution, on en parlerai tout à l'heure. L'autisme aussi, l'hémophilie, l'asthme et les allergies. L'asthme, qui n'est pas asthmatique aujourd'hui? Qui n'est pas asthmatique et qui n'a pas un problème de thyroïde aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. Moi, quand je fais mon questionnaire médical dans mon cabinet, tout le monde est asthmatique, 80% des enfants. Alors, il y a des degrés, c'est vrai, d'asthme. Il y a des asthmes très légers, ça va, ça ne bouscule pas une vie. Mais il y a des asthmes qui tuent. Une petite crise, hypoxie, vous mourrez sur place. Au revoir, monsieur. C'est beaucoup. Et les allergies, il y a des allergies de plus en plus violentes à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, nous sommes devenus allergiques, là c'est le comble, nous sommes devenus allergiques à notre propre corps en déclarant des maladies auto-immunes. Hein, plein de maladies, il y en a qui parlent du diabète, de la maladie de Crohn, etc. C'est des maladies auto-immunes par lesquelles on détruit nos propres cellules, les îlots de Langerhans, du pancréas pour l'insuline, etc. Voilà, il y a plein de théories là-dessus, de direction de travail là-dessus. Et là, c'est compliqué, enfin, on ne comprend plus rien. On a fait tellement n'importe quoi en empoisonnant notre environnement, en cassant tout, qu'on se détruit nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est très symbolique. Transfusion sanguine universelle et greffe, j'en parlerai tout de suite après. Donc ça, c'est des travaux on va dire des années 80-2005,
du docteur Gernez. C'est quand même assez spectaculaire, là, ça concerne pratiquement tout le monde. Ça concerne tout le monde dans cette salle, j'en suis certain. Hein. Il n'y a personne qui n'a pas ici un cancer dans sa famille ou son voisinage. L'autisme, vous le savez, on était à une naissance sur 10 000, là on est à une naissance sur 150 personnes, 150 garçons, une naissance sur 300 filles. Et chaque année, le chiffre diminue. Hein, ça va être bientôt une naissance sur 2. Voilà, vous attendez, le petit sort, autiste, pas autiste, pile ou face. C'est normal, c'est une épidémie ça. C'est une pandémie mondiale, c'est mondial. Et personne n'en parle, ils ne savent même pas ce que c'est. Et c'est normal. Le docteur Gernez l'explique très bien. Octobre 2011, là, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est le rapport que fera le docteur Gernez entre l'Alzheimer et la fonction religieuse, biologie, il appellera ça la biologie de la fonction religieuse. Là c'est du très lourd et ça bouscule beaucoup de gens, malheureusement, il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont du mal à accepter cela, puisque le docteur André Gernez fera le lien entre la laïcité et le refus le refus de parler de Dieu et de prier, etc., d'éduquer les gens à la prière, etc., comme c'était le cas pratiquement sur toute la planète Terre et depuis le début de l'humanité, puisqu'il explique très bien que dans les plus anciennes découvertes d'ossements humains, etc., d'anthropologie, on trouve des enterrements funéraires, rituels. Donc il y a toujours eu des rites funéraires dans l'humanité. On trouve comment on appelle ça, des fleurs, des pollens, etc. C'est des découvertes assez connues, il en parle très bien d'ailleurs. Avec le docteur Gernez, je vous le dis tout de suite, hein, comme je disais tout à l'heure, il est très carré. Il vous encadre, vous ne pouvez plus vous échapper. Hein. Il vous ramène les chiffres, les dates, vous posez, vous dites mais oui, mais non, il a la réponse. Tout de suite, il vous cadre. Hein. C'est très carré, c'est très simple, c'est très difficile de contredire. C'est un scientifique qui n'est pas là pour plaire, qui n'est pas là pour son ego, qui n'est pas là. Il est là juste pour dire ce qu'il pense être juste. Malheureusement, il nous quittera le 8 janvier 2014. Donc là, de 63 à 2014, nous avons affaire à quelqu'un qui a produit une œuvre exceptionnelle et qui a été remercié par ses pairs. Donc ici, nous avons la médaille donc c'était le 17 juin 1979. C'est pas rien, hein, la médaille Adalbert Schweigart, les fameux Linus Pauling, etc. Ici, vous avez au salon du Sénat, hein, le 26 octobre 2012, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 1 an et demi, il a reçu par l'intermédiaire de la Société pour l'encouragement du progrès, il en a reçu, je crois, 2 médailles, hein, je ne me trompe pas. Ce n'est pas rien. Hein, on ne parle pas d'un inconnu, un charlatan, il ne reçoit pas tout ça quand même, on est bien d'accord là-dessus, je n'ai pas besoin de vous convaincre. On est entre nous. Donc ici, vous avez à la mairie je crois que c'est de Marans-Barweul, il a reçu aussi de la part du député maire ou du maire de sa mairie, le 28 novembre 2013. C'est vraiment, ça fait pas longtemps. Pareil, un truc, un remerciement, un papier, quoi, pour le rendre hommage à ses travaux. Donc malheureusement, on a en France aujourd'hui un génie qui sauve des vies et en face, les autorités. Vous savez que la société elle fonctionne comme ça. Toute société humaine est élitiste. Hein. Il y a les gens qui sont en commande, qui décident si ça passe ou ça passe pas ou ça casse. Hein. Donc là, ça casse systématiquement depuis 40 ans. Donc l'appel solennel du professeur Gellé, il est là. Hein, je vais vous le citer rapidement. Le caractère solennel de cet appel est nécessité par la nature grave de la matière. Il s'agit du cancer. Parmi les auditeurs adultes qui m'écoutent et qui mourront dans l'année à venir, 38% d'entre eux en seront la victime. Il n'est pas question d'un traitement curatif, mais uniquement d'une prévention de ce fléau. Elle est actuellement basée sur des propositions qui ont été jugées, contrôlées et expérimentées sur des animaux depuis plusieurs années, de sorte que toute attitude dilatoire retire toute chance à la fraction de population qui entre dans l'âge de vulnérabilité. Il ne s'agit pas de proposer ou de défendre une thèse,
mais de rompre un silence volontairement érigé, concerté et maintenu sans aucune justification d'ordre éthique, et ce, en dépit de toutes les tentatives. En conclusion, le public ne peut plus s'attendre à un cheminement naturel, traditionnel, auquel ces propositions ont déjà été soumises. Il s'agit d'un SOS, d'un sauve-qui-peut pour la fraction de la population en danger imminent. Donc vous avez ici un professeur de faculté, un PUPH, qui nous explique, le président du Conseil de l'Ordre, c'est pas rien, encore une fois, qui nous explique que c'est un cri de désespoir pour faire officialiser, appliquer les découvertes du docteur Gernez concernant ses travaux. C'est simple, hein, c'est simple. Ici, c'est l'allocution de la médaille d'Albert Schweigart. Nous avons l'honneur de vous remettre aujourd'hui, le 17 juin 1979, à Salzbourg, je crois que c'est en Autriche, ville où fut fondée l'Union mondiale pour la protection de la vie, c'est ça, c'est l'Autriche, la médaille Hans Adalbert Schweigart, parce que vous travaillez dans le même esprit. Vous étiez jeune médecin, le plus jeune de France, quand vous avez commencé vos recherches en 1947, en Suède puis aux États-Unis. Vous avez fait une découverte, en Angleterre aussi, vous avez fait une découverte fondamentale sur la division cellulaire, la cellule souche, qui explique la stabilité de la masse cellulaire des organes. Vous avez ensuite prouvé que chaque cellule cancéreuse donnait naissance à 2 cellules génératrices, blabla. Puis vous avez démontré les possibilités d'arrêter le cancer. Vous avez ensuite proposé une méthode curative. Enfin, les contreforts biologiques nécessaires pour les cancers rebelles viennent de faire la preuve de leur efficacité. Vous avez, dès 1968, présenté vos propositions en 4 volumes. Ça, c'est les bouquins, le néopostulat, etc. Voici ces ouvrages, il a dû les montrer. Vos méthodes se généralisent actuellement. Il y a 100 ans, votre pays nous apportait avec Pasteur les fondements de l'élimination des maladies infectieuses, etc. Nous sommes fiers, chers et honorés, docteur Gernez, de vous remettre la médaille Hans Adalbert Schweigart en reconnaissance de l'importance exceptionnelle de vos travaux. Donc, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Normalement, je devrais arrêter ma conférence maintenant, et voilà, ça vous donne, je pense vous avoir donné l'envie de lire les travaux de cet exceptionnel auteur, qui sont en grande majorité là-dedans. Et puis voilà, et je pense qu'on sauvera beaucoup de vies comme ça. Donc ça, c'est le capture d'écran du site de la PAC. Je vous invite vraiment à y aller pour piocher ici et là des informations, rencontrer des gens. Vous pouvez vous rentrer en contact avec des personnes qui pourront vous aider, vous diriger. Il a été mis en ligne en juin 2010 et depuis, il est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Ça, je vous ai mis ça parce que ça m'a fait énormément plaisir. C'était mon confrère au boulot qui achète bio dans les coopératives, etc. Il y avait un journal qui s'appelle Biocontact, donc numéro 245, en février 2014, qui a rendu hommage au docteur Gernez, justement, qui a parlé de ses travaux par rapport à sa disparition. Donc ça fait très plaisir, mais bon, normalement, ce type aurait dû avoir droit à tous les journaux de France et de Navarre, ce qui n'a pas été le cas, parce que justement, posez-vous la question, pourquoi on ne parle pas de lui, hein? Donc on a des prix Nobel, des génies qui veulent avancer, faire du bien autour d'eux, qui font avancer la science, des médecins, des professeurs, qui veulent soigner, qui veulent faire leur boulot, leur job, comme disent les Yankees. Et là, en face, vous avez des politicailleux, des petits voyous qui refusent. Voilà. Donc, effectivement, la conférence d'aujourd'hui voulait parler du cancer. Donc là, je vous invite aussi à vous procurer cette brochure pour une politique publique de prévention active des cancers, qui est vendue un peu partout sur différents sites, il n'y a pas de souci, à 3 €, c'est rien du tout. Vous l'avez gratuitement sur le site de la PAG, vous pouvez imprimer sur du A4, en recto verso, pas gaspiller de papier, et vous avez accès à toutes les découvertes du Dr Gernez. Alors, je voulais dire un truc très important, qu'il ne faut pas confondre, mais Nicolas Lapetina nous l'expliquera plus tard dans le détail. Ne pas confondre guérir le cancer et la prévention active du cancer. La prévention active, c'est d'empêcher le cancer d'apparaître. Et ça n'a rien à voir avec la guérison du cancer. Rien à voir. C'est-à-dire d'ailleurs il explique très bien, quand il y a une fixation et vous avez une
limite l'irréversibilité du cancer, parce que c'est trop tard. Donc le but, c'est quoi? Le but, enfin, quoi que c'est, moi je dis, enfin, c'est pas trop tard, il y a d'autres façons de soigner le cancer, il y a différents types de cancers, il y a des cancers, il faut voir les travaux du docteur Rick Girdhammer, H-A-M-E-R, à l'université de Tübingen, ça aussi c'est quelque chose de très 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 lourd. Vous avez des cancers chimiques, vous avez des cancers émotionnels, vous avez des cancers de frottement physique, vous avez des, enfin, il y a différents types de cancers. Il n'est pas question ici de faire une généralité. Vous voyez, si vous prenez quotidiennement je sais pas moi, des phtalates avec du bisphénol, et vous faites la prévention active, je crois pas que ça va fonctionner. Il faut arrêter le délire. Hein. Le corps humain, il faut quand même un petit peu chouïa le respecter. Donc, on est bien d'accord, on n'est pas là pour soigner. Cette prévention active n'est pas là pour soigner. Prévention. Donc, prévention. Vous avez la prévention passive et la prévention active. Alors, la première des choses, c'est de ne pas manger, c'est de manger bio, de faire attention, etc. C'est la première des choses. Après, la prévention active, c'est quoi? C'est très simple. C'est un petit carême, un petit jeûne thérapeutique. C'est pour mettre les cellules, on appelle ça en acidose métabolique, c'est-à-dire que vous allez mettre les cellules en bas régime. Pourquoi? Parce que la cellule cancéreuse, elle adore le sucre, elle adore il lui faut de l'énergie, c'est normal, elle se multiplie à l'infini. Donc il lui faut de l'énergie. Donc là, vous allez l'affaiblir. Et derrière, vers la fin du carême, il va vous en parler dans le détail, il est très calé là-dessus, mon partenaire de soirée. Et derrière, à la fin, vous prenez des antimitotiques légers, très légers, contrairement à la folie intellectuelle de la chimiothérapie moderne. C'est de la folie ce qu'ils leur mettent. Vous connaissez les travaux, il y a c'est une étude que j'ai vue dans le site d'Alain Scoli, qui est un médecin qui a été condamné en France par le Conseil de l'Ordre, justement, qui s'est expatrié en Espagne, et qui avait posté sur son site un article australo-américain sur 20 ans concernant les résultats de la chimiothérapie. Et on avait, je crois, 2,3% de survie au-delà de 5 ans. Vous voyez? Tous y décèdent. Vous voyez, vous avez sur 100 patients, vous avez 97 morts au-delà de 5 ans. Et je vous garantis que si vous rajoutez 2 ans, c'est-à-dire au-delà de 7 ans, ils sont tous morts. Voilà. C'est-à-dire que oui, ils ont tué la cellule cancéreuse, ils ont à peu près tué tout ce qui reste autour, ils ont fragilisé le patient, le patient ne change rien dans ses habitudes. Dans tous les cas, voilà, ça c'est des résultats, ce ne sont pas les miens, c'est encore une autre étude, vous pouvez la retrouver, je suis certain, tapez SCOHY, S-C-O-H-Y. Il faudrait que je retrouve les références. Donc eux, ils s'autorisent à injecter des poisons extrêmement dangereux, mortels. Nous, on parle de colchicine et d'hydrate de chloral, quoi. C'est des petits trucs de rien du tout. D'ailleurs, l'hydrate de chloral, son histoire, elle est fabuleuse. Pourquoi ils ont compris que c'était un antimitotique? Parce que dans les années, il y a longtemps, il y a sortir de la guerre, je crois, la Grande Guerre, il y avait tous les fous qui étaient dans des asiles psychiatriques, on leur mettait de l'hydrate de chloral, il n'y avait pas un cancéreux, rien. Du jour au lendemain, quand ils l'ont enlevé, il commençait à présenter le même taux de cancer que la population générale. Donc c'est un truc, encore une fois, très simple à comprendre, très simple. On n'a pas besoin de faire bac plus 8 ou bac plus 10 pour comprendre cela. Donc, et là encore, et Nicolas vous en parlera encore mieux que moi, ça c'est un protocole de base, on va dire, qui concerne 80-90% des gens. Mais il va falloir le peaufiner pour tout le monde. C'est-à-dire selon l'âge, la posologie, le sexe, l'état du corps, l'état de est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade, vous savez, c'est extrêmement complexe. Enfin, voilà, il faut des professionnels. Si cette science, cette découverte avait pénétré les universités, on aurait eu des milliers de médecins qui pratiqueraient tout ça dans leur cabinet, dans les hôpitaux, etc. On aurait des retours et on aurait fait les derniers petits réglages pour tous les organismes. Parce qu'effectivement, il ne faut jamais croire, enfin, on ne fonctionne pas tous pareil. Ça s'appelle la variabilité biologique. Hein. Il y en a, ils font 1m50, d'autres font 2m10, ils sont tous normaux, les deux sont normaux, tout va bien. Donc il faut faire les petits réglages. Par contre, et là, ça c'est une découverte qui est vraiment phénoménale, c'est peut-être la plus importante, c'est l'hormone de croissance. Et là, c'est
C'est phénoménal. L'hormone de croissance, c'est quoi? C'est l'hypophyse. Vous avez ici, dans l'os phénoïde, il y a un petit... On appelle ça la selle turcique, si mes souvenirs sont bons, parce que ça ressemble à une selle des chevaux turcs de l'époque. Je ne sais plus si c'est ce qu'il disait le prof en 92. Et il y a la petite glande là, qui est là, et qui fabrique l'hormone de croissance. Et en fait, vous savez, on va dire qu'à 20 ans, vous avez fini votre croissance. Hein. Je crois que c'est clair. Bon, on va dire 40 ans. Alors, le docteur Jarnez, il parle de 40 ans, hein, pour commencer les cures annuelles. Ben, à partir de 40 ans, on est sûr que vous êtes mûr partout. Tout votre cerveau, tout, c'est bon. Donc, si vous réalisez par un appareil, on appelle ça de la radiopuncture, c'est-à-dire que c'est des radiations, mais très très pointues au dixième de millimètre. Si vous tapez sur cette glande, elle va diminuer, voire cesser sa fabrication d'hormones de croissance. Et c'est réversible. C'est fou, hein? Vous ne pourrez jamais développer un cancer. Pourquoi? Bah, c'est simple, ils ont pris des souris, des hamsters, je ne sais quoi, ils leur ont enlevé l'hypophyse, et ben ils ont essayé de les cancériser, c'était impossible. Impossible. Donc là, ça c'est spectaculaire. Hein. Donc on a des gamma knife, des appareils en France, et personne ne les utilise pour ça. Ils les utilisent pour autre chose. Donc si vous faites ça, vous ne pouvez plus cancériser. Vous ne pouvez plus faire d'athéromatose. C'est phénoménal. Vous ralentissez l'utilisation de vos cellules souches. Donc vous ralentissez de beaucoup toutes les maladies neurodégénératives. Toutes. Puisque vous avez encore, vous ne finissez pas votre capital de cellules souches rapidement. Donc, et là c'est spectaculaire, c'est très bien expliqué dans le livre. Hein, c'est très bien expliqué dans le livre. Vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc c'est vraiment très intéressant d'ailleurs. Voilà ce dont je parlais. Donc pour la myopathie de Duchenne, c'est très important d'en parler. Alors c'est que la myopathie c'est une maladie transmise par la mère, mais que les garçons seuls déclarent. Avec, vous savez, les muscles, un problème de compétitivité entre les muscles lisses et les muscles rapides striés. Enfin bon bref. Et c'est vrai que c'est tellement bête, c'est tellement fou. Pourquoi c'est le garçon qui le fixe et pas la fille? C'est quoi la différence entre les deux? La première chose, testostérone, c'est tout, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe 3-4 semaines après la naissance des garçons? Un pic de testostérone, une inondation, les médecins appellent ça une inondation, équivalente à celle de l'adolescence. Vous savez, celle qui vous fait pousser la barbe et changer la voix. C'est fou, c'est très violent. Ça, vous donnez ça à un sportif, il court le 100 mètres en 3 secondes. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Donc c'est les muscles qui gonflent, ça a une poussée. Vous savez, les garçons, ils sont toujours en retard par rapport aux filles. Après, ils prennent 20 cm en quelques mois. C'est ça, c'est tout. Donc il s'est dit, bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? La testostérone empêche la fixation d'une enzyme, la CPK, quelque chose comme ça. Bon bref, c'est des détails, on s'en fout à la rigueur, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, pour contrer la testostérone, qu'est-ce que je mets? Je mets de l'hormone femelle dans l'avant-bras, comme ça. Du coup, ça change absolument rien, puisque le bébé, il vient de sortir du ventre de sa mère, il est plein de progestérone. Ça change rien du tout. C'est une phase qui dure quelques semaines, et après c'est fini. Il n'y a plus de myopathie, impossible que ça se fixe, il n'y a plus de testostérone. C'est extraordinaire, c'est simple. Ça coûte quoi? Ça coûte 2 € le traitement. Ça se fait où? À la maison. Tout va bien? Non. Il faut Téléthon, 120 millions, pleurer dans les chaumières, regardez, le peuple français est généreux, il a donné, comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire avec de l'eugénisme et des études sur la génétique pour faire des sélections de gènes et de fœtus. Enfin, c'est insupportable. Ils tuent des gens, et après ils vous ramènent des myopathes, ils pleurent sur eux. Vous vous rendez compte? C'est diabolique. C'est diabolique. Il pleure, ça pleurniche. Pour montrer que l'année dernière, c'était Patrick Bruel, que je voyais, je me rappellerai toujours, j'étais en train de faire mes courses, et je vois sa ganache sur une revue de télé, on nous présente le truc, ça y est, oh, il est gentil, il est sympa, il a du cœur, il va présider les trucs, et on fait tourner la boutique,
la boutique de l'humanisme et de la médiacratie comme ça. C'est insupportable, on parle de vie humaine. Donc, à la rigueur, on va chanter tout le monde, on fait nos conférences, on essaie de travailler, les gens écoutent et vont essayer de diffuser ça. Je vous invite à diffuser les informations autour de vous, c'est très important. L'asthme et les allergies, l'autisme, exactement pareil. Testostérone, pareil. Donc, il a les statistiques, 4 enfants sur 5 c'est des garçons, etc. Il y a eu des études d'un certain Baron Cohen à Oxford, je crois, qui confirment ça aussi, récente, étude 2012-2013, c'est super récent. Donc le gars, il a, je sais pas, le docteur Jarnez, il a 20 ans, 30 ans d'avance, ce n'est que ça. Hémophilie, kiff, l'asthme et les allergies, alors je vous le dis tout de suite, c'est extraordinaire. Vous prenez votre, j'allais dire faire à repasser, votre aspirateur, vous prenez un tapis, mois de juillet, août, quand il y a plein de pollens différents, vous aspirez. Vous prenez l'aspirateur, vous enlevez toutes les peluches, là, les trucs, là, vous gardez la poussière, vous filtrez ça quand même, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours assez des allergènes. Et à la naissance du petit, il y a 4, 5, 6 semaines de comment on appelle ça, voilà, enfin, non, pas d'immunité, enfin, comment on appelle ça? Hein? Tolérance, voilà, merci. De tolérance postnatale très importante, très importante, c'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne se passera rien, sauf que il va juste les reconnaître, voyez. Mais vous savez que l'immunité de l'enfant mûrit à partir de l'âge de 6 ans, au programme de terminale, tout ça. Donc à partir de l'âge de 6 ans, il se défend à ce moment-là avec les immunoglobulines de sa maman. Pourquoi? Justement l'importance de l'allaitement. Donc on n'arrête pas l'allaitement pour après donner des vaccins. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous fait dire que le vaccin, si vous le donnez très tôt, éventuellement, cette tolérance immunitaire va faire que le bébé va reconnaître l'antigène de la maladie et qui ne va pas pouvoir se défendre, puisqu'il va se dire je l'ai rencontré donc il y a longtemps, donc tout va bien. Donc c'est un effet inverse, d'où la maladie des vaccinés. Justement, ils sont tous vaccinés, ils chopent la même maladie pour laquelle ils ont été vaccinés. Ça, c'est des milliers de cas. Bref, donc vous prenez une petite pincée comme ça, comme le poivre, le sel, et vous faites ça au-dessus du landau, vous laissez dormir. Vous faites ça tous les jours, une fois tous les matins. Donc le docteur Jarnez explique très bien, il a appliqué sur ses petits-enfants, il n'y en a pas un d'asthmatique, il n'y en a pas un d'allergique. C'est clair? Ça coûte combien ça? 0 €. Tout à l'heure j'étais à 2. C'est pas les enchères ici, ça va faire dans le sens contraire. Donc la transfusion sanguine universelle, c'est exactement le même principe, totale tolérance immunitaire, donc il va faire rencontrer des sangs différents au bébé, donc il va les accepter plus tard. C'est monstrueux, c'est énorme, idée de génie, simple et efficace. Pour les greffes, c'est pareil. Bref. Donc ici, vous avez le concept des cellules souches. Ça, c'est... voilà, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Le docteur Jarnez, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, le docteur Jarnez a expliqué le concept. C'est-à-dire que chaque cellule va donner une cellule génératrice et une cellule fonctionnelle, une ouvrière si vous voulez, et l'autre qui sera génératrice. Et c'est comme ça que vous gardez justement la masse corporelle stable. Donc, et tout le long de la vie, on parle de 70 multiplications, il parle de 70 multiplications, et ça c'est la bonne façon. Et dès que ça dérape, dès qu'une cellule donne 2 cellules fonctionnelles, ça s'appelle un cancer, si vous voulez. Donc vous avez ici la courbe de Collins, qui explique parfaitement ça. Donc il faut 8 ans à peu près pour qu'un cancer soit détecté. Pourquoi? Parce qu'il fait 1 milliard de cellules, c'est-à-dire que c'est une petite boule que vous pouvez palper ou qui est visible à la radio ou aux examens d'exploration. Donc vous avez au temps 0, vous avez une cellule, après 1000 cellules à 3 ans, donc c'est 2, c'est exponentiel, c'est très simple à calculer. Vous avez à 5 ans le stade d'irréversibilité, c'est-à-dire 1 million malheureusement, et après, bon, vous avez 1 milliard, c'est le stade de détection, et 1000 milliards, c'est le poids, c'est le gros truc de 500 grammes, 1 kilo, là c'est carrément dangereux, parce que déjà ça va appuyer un peu partout, ça va
va faire des dégâts, là c'est la mort. Hein. Mais je vous invite quand même à découvrir les travaux de Linus Pauling sur la vitamine C, de Rick Gierdamer sur l'aspect curatif du cancer. Donc j'en ai terminé, je voulais juste ici vous faire un petit rappel sur la débilité, la profonde débilité de nos élites médicales. La profonde débilité, j'en fais partie, et heureusement que je me suis réveillé. Alors, c'est pas qu'ils sont débiles, parce qu'il faut pas non plus leur jeter le... C'est qu'ils sont naïfs et ils font confiance. Vous savez qu'il y a... Je crois que c'était l'ex-ambassadeur, j'ai oublié son nom, l'ex-ambassadeur de France au Sénégal, je crois, qui a raconté une anecdote, c'est un médecin. Il racontait une anecdote. Vous savez, les professeurs en médecine, la médecine c'est une secte. Hein. Le professeur, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est des dieux vivants. Hein. Alors, il leur a fait un test. Il leur a pris de l'urine. Il leur a dit, voilà, vous savez comment on analyse l'urine? Il a fait ça. Il raconte ça à la télé, le gars. Hein. Pour que vous compreniez l'état d'esprit, c'est capital. C'est une question de paradigme. Il leur a dit, vous savez comment on analyse l'urine? Oui. Non. Enfin, les élèves, ils disent non. C'est une deuxième, troisième année. Ils sont tremblants devant sa sainteté, le professeur. Il fait ça. Il goûte l'urine. Il dit, voilà, on goûte l'urine pour voir si c'est acide, amer, etc. Alors, allez-y, montrez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ils mettent le doigt, ils goûtent. Alors, il leur dit, bon, la première des choses à apprendre, c'est le sens d'observation. Il a mis l'index, il a goûté le majeur. Donc, c'est pour vous dire, comme c'est terrible, la peur panique quand les... D'abord, je vais vous le dire clairement, si vous faites le camp, vous ne passez pas. Hein. Passez pas l'année d'après, donc ça c'est violent. C'est très compliqué, c'est très dur, c'est lent. Vous n'avez pas envie de perdre une année ou deux. Hein. Et moi, je connais des gens à qui on a fait doubler, tripler des années, qui ont fini par des menaces de mort, changer d'université. Il se passe des trucs très bizarres. Il y a des profs qui ont été assassinés. Hein. Il y a un prof de néphro à la Conception qui a été assassiné hein, par un élève parce que, bon, bref, ça va très loin. C'est un monde très fermé, c'est très spécial. Hein. Donc c'est pour que vous compreniez l'état d'esprit. C'est de la science, c'est la modernité, c'est l'Occident triomphant. Donc c'est eux qui ont raison, nous on est là pour appliquer. Voilà. Bon, pourquoi pas? Mais si c'était des gens bien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vous prendre l'exemple de la Biceptine. 800 000 naissances en France par an, 800 000. Il y a au moins 800 000 bouteilles de Biceptine qui sont vendues. Donc, est complice dans cette affaire tout le monde. Hein. Le pharmacien, le médecin, la gynéco, la sage-femme, la nurserie, tout le monde. Personne. Vous allez voir. Donc la Biceptine, c'est quoi? Soi-disant, c'est le désinfectant qui pique pas. Hein, comme s'il piquait un petit peu, ça allait tuer quelqu'un. Hein, ça piquait tout le monde, on n'en est pas mort. Là, d'un coup, il faut qu'un truc qui pique pas. Bon, c'est pas grave. Donc, tout le monde l'applique sur le cordon ombilical. Donc, dès que la maman sort, au bout de 3 jours pour faire le test de Guthrie, je ne sais même pas pourquoi, pour faire agrandir le trou de la sécu. Donc, elle part avec sa Biceptine et tous les jours, elle met un peu de Biceptine sur le nombril de son enfant, 2-3 semaines, jusqu'à ce qu'il quasiment se cicatrise. Bon, ben, Salim, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Moi, je fais plus confiance à personne, systématiquement je lis. Alors, ici, juste à côté, sur la bouteille, l'étiquette, il y a une petite flèche en bas à droite, vous la tournez, et ça vous ouvre une double face de recommandations, bidules, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, en raison des risques de passage dans la circulation générale. Je montre ça à un copain pharmacien, il est choqué. Je montre ça à des copains médecins, ils sont traumatisés. Donc, vous avez en France des dizaines de milliers de praticiens qui injectent dans la circulation générale des nouveau-nés du chlorure de benzalkonium. Qu'est-ce que le chlorure de benzalkonium? Un spermicide utilisé en ovule, un petit truc qu'on met dans le vagin pour contraception. C'est un contraceptif. Après, on se demande pourquoi les spermogrammes des Français sont catastrophiques. Parce que le petit, il a 3 jours, on commence à l'empoisonner. 3 jours. Ben, qu'est-ce que je raconte? Il a 3 heures, 3 minutes. Tout de suite. Alors, pas de nourrisson, pas de pansement occlusif, pas de grande surface. Les 3, le strike. Les strikes, c'est une faute professionnelle, ça. Et vous savez, il y en a combien des comme ça?
Des dizaines. Les amalgames dentaires. C'est écrit dans la boîte, la notice, interdit au moins de 6 ans. Interdit au moins de 6 ans. Vous savez ce qu'ils leur font? Dès qu'ils ont des caries, amalgame. Quoi, il n'y a personne qui sait lire dans ce pays? Des bac plus 10, bac plus. C'est inquiétant quand même. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire qu'il y a un problème de compétence. C'est un problème de paradigme. Il faut que le système médical sorte de cette léthargie, de cette soumission à l'industrie, de cette soumission à ces professeurs de pacotille, qui sont, en fin de compte, corrompus par le... Alors ils sont là, je suis allé voir monsieur le professeur, ils nourrissent leur ego insatiable et tonneau des Danaïdes. Vous pouvez en mettre des milliards de tonnes de galaxies à l'intérieur, ça remplira jamais cet ego. C'est métaphysique tout ça. Donc, à quoi servent-ils? Pourquoi il n'y en a pas un qui se rebelle? Pourquoi il n'y en a pas un qui le dit? Comment se fait-il qu'on fait des thèses d'exercice d'infirmière dans lesquelles on marque biceptine pour nettoyer les bébés? Alors qu'il y a un jury de thèse, ils sont tous là, il n'y a personne qui corrige. C'est inquiétant, c'est grave. Donc voilà, c'est tout. Enfin, les choses sont claires. Pour quelqu'un qui découvre ce que je dis, oui, peut-être il peut être choqué. Oui. Mais quand vous connaissez tout ce qu'on connaît, ou le scandale du Mediator, de l'isoméride, du Distilben, de la hormone de croissance, vous vous rendez compte, vous savez ce qu'ils ont fait pour les nains en France? Bon, d'abord, il y a le scandale de l'hormone de croissance. Ils prenaient ça sur des cadavres de sidéens, de cancéreux, ils prenaient ça sur n'importe qui. Ils prenaient ça sur Il y a eu des trafics d'hormones de croissance dans ce pays, c'est scandaleux. Et ils injectaient ça à des nains pour qu'ils grandissent. Ouais, vous bousillez toutes ces cellules souches, ouais, vous accélérez sa mort, là. Ça, c'est comme si dans les jeux vidéo, vous savez, vous enlevez l'énergie, il meurt plus vite, c'est tout ce que vous allez lui faire. Et bien sûr, ils ont chopé des Creutzfeldt-Jakob, toutes les saletés possibles et imaginables. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça fait scandale. Le sang contaminé. On peut citer quoi? On peut citer des dizaines, des milliers, des centaines, on va dire. Allez, on va rester, je ne vais pas faire mon Marseillais. Je peux citer des centaines de scandales médicaux comme ça. Des centaines. Les statines déjà. Dernièrement, le truc, là, un anti-vomitif. Le motilium. C'est ça. 124 morts. C'est tout. 124 morts, le type, juste parce qu'il ne veut pas avoir de nausées, on lui fait un arrêt cardiaque. Il n'est pas au courant, le gars. Il fallait lui dire le risque. Il est mort, pour des nausées. Moi, je préfère mes nausées, c'est bon. Je préfère regarder mes nausées, il n'y a pas de souci. Donc, et plus, il y a la pilule. La pilule, les filles 20 ans hémiplégiques, à cause de la Diane 35. Voilà, c'est les mois derniers, enfin bon, bref. Donc, détendez-vous, la situation est très grave, mais on peut s'en sortir seul. Donc, alertez vos proches, renseignez-vous, diffusez les bouquins, diffusez les vidéos, en parlez autour de vous. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, et le reste, parlez-en à vos médecins, parlez-en à vos politiques, vos députés, etc. Il faut changer les mentalités, il faut changer le paradigme. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Nicolas Lapétina. Les solutions, surtout quand elles sont simples, sont évidentes. Et quand c'est évident, c'est humiliant. Bonsoir. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'André Gernez, et je la trouve juste et criante de vérité. Quand j'ai rencontré André Gernez, je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait remettre à plat le protocole de prévention active du cancer? Parce que ce protocole existait, mais pour Gernez, c'était qu'une affaire entendue. Alors il m'a dit écoutez, moi, vous comprenez, je l'ai mis en place il y a une quarantaine d'années, ils ont quand même prouvé que c'est faux. Si c'est faux, ok, je m'assois dessus, on n'en parle plus, mais s'ils l'ont pas fait, ils n'ont qu'à l'appliquer. Voilà, c'était sa façon de s'exprimer. Je lui ai dit, écoutez, les acteurs, il faudrait quand même qu'on repense à bien le faire au propre. Alors, pendant un an, on a eu un échange avec lui, Pierre Delahousse, qui a préfacé le livre de Solène. Pierre Delahousse a rédigé le premier protocole. Et puis donc, on a travaillé pendant un an pour en faire un tableau Excel, et qu'on a finalisé avec mon ami Alain Rojo.
Ce qui est important pour ce protocole, c'est de savoir effectivement, et Saline l'a soulevé tout à l'heure, que le protocole a été testé à l'INSERM. Je voudrais revenir sur cette expérimentation parce qu'elle est extraordinaire. Le jeune chercheur qui était Jean-Claude Gac, à l'époque, travaillait donc au service de toxicologie du professeur Trouot, et donc a vu dans la bibliothèque de son patron un des livres de Gernez, et il a dit à son patron, est-ce que je pourrais faire l'expérimentation de ce protocole, ça m'intéresse. Et Trouot lui dit, écoutez, si vous n'en butez pas le budget, allez-y, faites-le. Donc il a pris des lots de rats, et ces lots de rats, il les a cancérisés. Il y a deux façons de cancériser, soit on greffe, soit on inocule. Dans ce cas-là, on a inoculé de l'arachide fermenté, qui est un cancérigène très très puissant, ce qui a permis entre guillemets à ces rats d'être cancérisés avec un hépatocarcinome, c'est-à-dire un cancer primitif du foie, celui dont est mort l'acteur Gérard Philippe. Et donc l'expérimentation, à l'insu de Gernez, qui ne le savait pas, s'est faite pendant 6 ans. Et puis un beau jour, Jean-Claude Gac, ce qui m'a confirmé au téléphone, parce que j'ai eu une très longue discussion avec Gac en 2008, Gac appelle Gernez, il dit voilà, docteur, j'ai expérimenté à votre insu, entre guillemets, ce protocole, et je voudrais vous communiquer les résultats. Et donc rendez-vous à Gernez, et il lui dit voilà. Donc, quel était le protocole? On prend des lots de rats, avec placebo, double aveugle, randomisé, enfin, technique classique des études que l'on fait en laboratoire. Et au premier lot de rats, on applique ce qu'est le protocole aujourd'hui, on fait une réduction alimentaire. Le deuxième lot de rats, réduction alimentaire plus complémentation vitaminique, c'est-à-dire la phase orthoplasiante. Et le troisième lot de rats, réduction alimentaire, complémentation vitaminique et chasse terminale avec un antimitotique mineur. On y reviendra tout à l'heure. Et les résultats ont été les suivants. Le premier lot de rats, donc, qui n'a eu que la réduction alimentaire, a eu l'éradication de ce cancer primitif du foie à hauteur de 52%. 52%, c'était déjà inespéré comme résultat. Le deuxième lot de rats, donc réduction alimentaire plus complémentation vitaminique, on est arrivé à 72% d'éradication du cancer. Et puis, cerise sur le gâteau, troisième lot de rats, réduction alimentaire, complémentation vitaminique et antimitotique mineur, donc le fameux hydrate de chlorate dont a parlé Saline tout à l'heure, 93%. Et donc Jean-Claude Gac donne ses résultats à Gernez, mais il les lui donne oralement, sur une aire d'autoroute, en pleine nuit, entre Paris et Lille. Et il n'y aura jamais de communication écrite. Alors je dis à Gac en 2008 au téléphone, mais docteur, vous les avez ces résultats quand même, vous pourriez pas me les faire passer, que je les vois. Et là il commence à me dire, ah mais vous savez, c'est dans les cartons, dans le grenier, je sais pas, et puis ça appartient à l'INSERM. Je dis, ouais. Alors bien sûr, avec l'association, avec la PAG, nous avons à plusieurs reprises écrit à l'INSERM des lettres recommandées, en demandant qu'on nous communique les résultats. Ce que l'INSERM, d'une part, n'a jamais fait, mais surtout l'INSERM n'a jamais répondu à nos courriers. Et là, on se rend compte, effectivement, on continue dans cette logique de ce que j'appellerais la stratégie de l'aide redon, où silence absolu, silence concerté sur Gernez et sur ses travaux. Donc, il fallait bien vous préciser ça parce qu'effectivement, ce protocole de prévention active du cancer a été véritablement testé et avec les résultats que je vous ai donnés. Et Gac m'a effectivement confirmé au téléphone en 2008 que ça a été le cas. Alors, autre point que je voudrais développer par rapport au silence sur le docteur Gernez, c'est qu'il a été connu de l'ensemble de la profession et ignoré par les plus grands nombres. Professeur Maté d'abord. Maté, c'était un grand virologue dans les années 70 qui cherchait désespérément une cause virale au cancer. Donc ce qu'il voulait lui, c'était trouver le vaccin. Et quand Gernez a publié ses livres, dont Saline vous a parlé tout à l'heure, Maté l'a reçu. Et Maté lui dit la chose suivante, c'est Gernez qui m'a relaté ça dans un entretien. Il lui dit c'est entendu Gernez, ni moi ni les autres, nous n'avons rien compris à la pathologie humaine. Mais Gernez, on ne vous aidera pas. Et Gernez lui dit, mais des millions de gens vont mourir. Et Maté lui dit, oui, c'est ainsi. Et Gernez qui rajoute, j'aime bien les cyniques parce que moi j'ai une certaine franchise. Mais en tout cas, voilà dans la situation dans laquelle on a été et on continue d'être d'ailleurs. Henri Joyeux est certainement l'un des professeurs de médecine, qui est toujours en exercice aujourd'hui, Val d'Orel à Montpellier, cancérologue, qui a effectivement entretenu une correspondance épistolaire avec André Gernez, et j'ai trace de ces échanges de courrier. Mais
quand je lui ai proposé de faire une conférence avec lui et Gernez en 2008, il m'a dit il n'y a pas de problème que Gernez vienne faire la conférence parce que je le connais, je l'apprécie, mais sous-entendu, c'est quand même moi qui dois avoir la vedette. Et dans un de ses livres, il en a écrit beaucoup, hein, joyeux, dans un de ses livres, il précise bien effectivement qu'il existe un protocole de prévention active, mais d'une part, il ne le détaille pas, et deuxièmement, il ne cite pas Gernez. Et puis troisième point, puisque là nous avons une trace écrite, nous, en ce qui nous concerne à la PAG, quand je lui ai envoyé le protocole de prévention active du cancer à Joyeux, puisque je l'ai rencontré 2 fois dans son bureau, eh bien, il me répond par mail en me disant « Le protocole que vous m'envoyez n'est applicable ni à l'homme ni à l'animal. » Point. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on entend toujours des critiques, mais on attend les arguments. Ça, c'est classique comme technique. Henri Pujol, qui a été le président de la Ligue nationale du cancer, à qui, par l'intermédiaire d'un ami commun, je vous passe les détails, j'ai proposé un repas amical pour qu'on puisse débattre ensemble des propositions de Gernez qu'il connaissait parfaitement d'ailleurs. Eh bien, Henri Pujol s'est défilé, prétextant qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait pas venir. Et c'est chaque fois la même chose, ça a toujours été comme ça. Et puis le dernier pour la route, hein, si vous me permettez l'expression, c'est Arnaud Munich. Arnaud Munich est un pédiatre de l'hôpital Necker à Paris. Il était le conseiller en biomédecine du président Sarkozy. Et donc il a convoqué André Gernez, il a appelé André Gernez, il l'a fait venir à l'Élysée en 2008. Et il lui dit « Alors docteur, où est-ce que vous en êtes de votre art ?» Puisqu'on a toujours surveillé Gernez. Il faut savoir que dans les années 70, Gernez non seulement avait soit des agents de RAG ou de DST sur le dos, et puis était quand même interdit de sortie du territoire, hein, à cette époque-là. Hein. Il faut savoir que cette affaire-là a fait grand bruit dans les années 70. Donc il le fait venir, et alors vous êtes, mais Gernez lui dit, vous savez, en ce moment je travaille sur l'immunité totale postnatale, alors j'aurais besoin d'une lapinerie de laboratoire. Je voudrais diffuser des sprays de groupe sanguin, ce dont a parlé Céline tout à l'heure, sur des lapins, pour prouver que, dans le cas de cette tolérance, les lapins, plus tard, pourraient accepter, et les humains, bien sûr, évidemment, pourraient accepter une greffe sans qu'il y ait de problème de compatibilité. Il n'y a pas de problème, je m'occupe de ça. Et Gernez avec humour, parce que Gernez avec l'humour, si vous voulez, me paye les lapins. Non, ne vous inquiétez pas, entre nous, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où il l'a rencontré à l'Élysée, il n'a jamais plus eu de nouvelles. Moi, j'étais présent quand dans son bureau, il a appelé Arnaud Munich pour la 150e fois après sa rencontre, et bien sûr, la secrétaire disait, oui, il est avec le président, c'est pas possible, etc. Donc, on se rend compte effectivement que c'est toujours la même mécanique, si vous voulez. Voilà. Donc, une fois que ce constat est fait, il faut qu'on avance par nous-mêmes, on n'a pas le choix. Alors, j'en viens directement à ce qu'est le protocole de prévention active du cancer, qui peut concrètement vous concerner tous, ce que je vous souhaite, de pratiquer ce protocole que l'on fait minimum 1 fois par an, voire 2 fois par an. J'ai commencé le mien il y a 9 jours, hein, déjà, c'est ma 6e année de protocole. Alors, il existe plusieurs versions du protocole. Pourquoi il existe plusieurs versions? Parce qu'effectivement, il faut le souligner, on ne le souligne jamais assez, chaque cas est particulier. Il y a la trame générale du protocole qui consiste effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, à faire cette fameuse phase de réduction alimentaire. Et attention, messieurs, ne vous y trompez pas, la phase de réduction alimentaire est capitale. Parce que d'abord, c'est 52%, selon l'expérimentation de l'INSERM que nous avons, 52% d'éradication du cancer, donc il ne faut pas la négliger. Vous devez effectivement, pendant cette phase, perdre entre 3 et 5% de votre masse corporelle. Pour quelqu'un de 60 kg, c'est 3 kg, c'est pas énorme, hein, voilà, sur 30 jours. Okay, donc bien sûr, ça se fait avec certains types d'aliments et pas d'autres. Donc sur le site de la PAG, vous avez effectivement toutes ces informations-là qui peuvent vous être communiquées pour pouvoir faire ce protocole dans les meilleures conditions. Ensuite, c'est la phase de complémentation vitaminique, donc ce qu'on appelle la phase orthoplasiante, qui va consister effectivement à prendre donc différentes choses qui sont du chrome, du cobalt, du soufre, du magnésium. Le magnésium est extrêmement important, c'est un catalyseur essentiel, de la vitamine C, des bioflavonoïdes. Donc ça, c'est toute la partie complémentation vitaminique. Essentiel aussi de prendre de l'aspirine. L'aspirine va mettre le biotope en acidose exogène, c'est-à-dire que ça va permettre effectivement d'avoir cette acidose métabolique qui est néfaste aussi du cancéreuse et qui va les empêcher effectivement de se développer. Ensuite, il y a du sélénium à prendre, donc effectivement, il y a tous ces produits qu'on peut effectivement soit prendre les uns à côté des autres, soit trouver dans d'autres versions de protocole, dans un ensemble de produits. Je pense, donc, par exemple, je le fais avec du jus d'herbe d'orge, c'est-à-dire le gris magma, hein, où l'on retrouve effectivement la quasi-totalité des produits que je viens de vous citer. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple, effectivement, pour la phase orthoplasiante, de prendre un comprimé plutôt que d'en prendre toute la série que je viens de vous citer. Dans les années, toujours pareil, dans les années 70-75, Gernez avait contacté des laboratoires en leur présentant le protocole, en disant voilà, est-ce que vous ne pourriez pas effectivement me mettre dans un seul comprimé toute la phase orthoplasiante? Techniquement, c'était tout à fait faisable.
financièrement, ça ne valait pas le coup. Donc on a dit à Jarnès, non, c'est pas la peine, merci. Vous savez, il suffit, c'est très simple, il suffit de comparer les chiffres. Si vous n'avez pas une idée de ce que coûte une chimiothérapie, il faut savoir que c'est entre 15, 25, 30, 40 000 euros une chimiothérapie. Voilà, un protocole, c'est 20, 25, 30, 40 euros. Donc, quand vous voyez le chiffre d'affaires, je rappelle que c'est 355 000 nouveaux cas de cancer. J'ai mis un jeton de coup d'œil sur le plan cancer 2014-2019 présenté par le président Hollande la semaine dernière. 300, voilà, et on est à 148, 150 000 morts à peu près, et 355 000 nouveaux cas. Donc, par an. Voilà, donc le chiffre d'affaires chimiothérapie n'a rien à voir, effectivement, avec ce qu'on propose là. Ça c'est très clair. Ensuite, concernant le protocole, donc cette phase orthoplasiante qui est corrélée, comprenons-nous bien, à la réduction alimentaire. C'est très important. Okay. Ensuite, vous sortez de cette réduction alimentaire pour avoir un séquençage très précis. Il va falloir donc mettre en place, et on le fait par le biais de la colchicine, mettre en place donc un mitostatique. Le mitostatique va empêcher la division cellulaire. Cette division cellulaire, on va volontairement la bloquer pendant une durée de 7 jours. Pour effectivement concentrer dans une espèce de corridor, une espèce d'impasse, toutes les cellules division cellulaire, pardon, les bonnes et les mauvaises. Quand je dis les mauvaises, c'est-à-dire les éventuelles dysplasies ou myoplasies, c'est-à-dire les cellules mutantes, les cellules tarées. Okay. Au bout de ces 7 jours, vous prenez pendant 2 jours de la cortisone, à très faible dose, ça n'a aucun effet indésirable. La cortisone a pour effet de booster la division cellulaire, c'est-à-dire que si vous avez enfermé donc les divisions cellulaires dans une espèce de couloir, et là vous ouvrez la porte du toril et vous faites sortir d'un seul coup, grâce à la cortisone, la totalité de ces divisions cellulaires. Et immédiatement, vous y appliquez l'antimitotique, c'est-à-dire l'anticancéreux, qui va donc tuer les cellules tarées, les cellules mutées, qui sont effectivement théoriquement instables parce que dans la mesure où on attaque le protocole très tôt, effectivement, on va avoir très peu de cellules cancéreuses qui dans l'idée, effectivement, ne nous feront aucun mal, si elles ne se développaient pas. Mais effectivement, ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui est important de faire aussi, c'est de corréler à ça de l'activité physique. L'activité physique, c'est-à-dire qu'il fallait il fallait faire des marches en forêt, des marches en bord de mer, ou faire du sport, pour effectivement continuer ce nettoyage pendant cette phase de protocole, et travailler l'oxygénation cellulaire. L'oxygénation cellulaire est extrêmement importante. Il faut savoir que la cellule cancéreuse est de type fermentatif, c'est-à-dire qu'elle se complaît dans l'hypoxie, et c'est là qu'elle se développe le mieux. Donc effectivement, le fait d'oxygéner ces cellules, je pense notamment au bol d'air Jacquier, si certains d'entre vous connaissent cet appareil, qui est extrêmement intéressant pour effectivement arriver à une oxygénation cellulaire, donc accroître encore, à potentialiser le protocole. Voilà. Ce qui amène une question essentielle, c'est quel type d'antimitotique, c'est-à-dire d'anticancéreux, utilisé à la fin du protocole. Et bien là, ça c'est pas à nous à répondre, c'est aux professionnels de santé, c'est-à-dire aux médecins, qui doivent prendre en main le protocole. C'est pour ça que Jarnès tenait absolument à ce que le protocole passe par les professionnels de santé, par les médecins, puisqu'en fonction du cas de chacun, de votre âge, de votre poids, de vos antécédents familiaux, s'il y a eu des décès dans votre famille, s'il y a eu des décès par cancer dans votre famille, effectivement, l'antimitotique qu'on va vous appliquer va être soit l'antimitotique mineur, soit l'antimitotique un peu plus consistant. Et il est extrêmement important, effectivement, de là ne pas se tromper. Parce que vous allez me dire, attention, le protocole de prévention active du cancer est censé faire que vous n'aurez jamais le cancer. Vous pouvez malheureusement, après 3-4 ans d'un protocole rigoureusement suivi, avoir une éclosion d'une tumeur cancéreuse. Parce qu'effectivement, le premier protocole n'aura pas été suffisamment fort pour chasser et détruire des cellules qui étaient déjà un petit peu plus constituées que d'autres. Voilà. Donc, important, effectivement, d'intégrer cette notion d'antimitotique à utiliser. Mais malheureusement, ça c'est par le médecin que ça doit se faire. Et il y a aussi une éducation à faire au niveau des médecins. C'est en tout cas ce à quoi on veut travailler, soit en leur parlant, soit par l'intermédiaire des patients que nous sommes tous, de les sensibiliser à ça. Et effectivement, c'est une chose qui n'est pas facile. Point important, il existe, je pense aux produits Beljanski, et ce n'est pas pour en faire la publicité, mais je le dis parce que je trouve ça important, les produits Beljanski ont une action assez intéressante parce que ce sont des cytosélectifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la faculté de détruire dans cette fameuse phase terminale les cellules qui ne seront que les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines. Voilà.
Donc on a une potentialisation là qui est extrêmement importante, et surtout on ne fait pas de dégâts collatéraux en détruisant des cellules qui sont en bonne santé, qui se sont divisées normalement et qui prendront un coup sur la tête alors qu'on n'a rien à prendre. Voilà. Donc intégrer effectivement ce travail-là. Jensek a écrit un bouquin là-dessus, j'avais rencontré Jensek qui est à Montpellier, ce médecin biologiste, sur les produits Baljanski, et c'était extrêmement important. Autre détail concernant l'instabilité de la cellule cancéreuse, la cellule cancéreuse a horreur de la fièvre. Il faut bien savoir que nous avons, c'est très très rare, hein, mais des cas de rémission totale de cancer sur des gens qui se retrouvent avec une très très forte fièvre, même sur des cancers en stade 4. Alors on dit, Jarnès disait 1 cas pour 90 000, vous voyez c'est très très peu. Mais quelqu'un qui a une très forte fièvre, 42-43 degrés, sur un cancer bien entamé, il faut lui laisser sa fièvre. Parce qu'il y a toutes les chances, effectivement, que les cellules cancéreuses soit se nécrosent, soit meurent par apoptose. Une cellule cancéreuse ne réagit que 42 degrés, au-delà de 42, elle meurt. Hein, il faut tenir à 42 degrés, une température corporelle. Voilà, il faut que le cœur tienne, hein, ça c'est évident, mais bon, perdu pour perdu, il vaut mieux y aller. Il faut essayer. Voilà. Alors, qu'un cancer soit morphinique. Il existe d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il existe d'ailleurs de la chimio-hyperthermie qui se fait dans certains CHU en France, où on fait abdomen ouvert, des opérations avec des bains de chimio à 43 degrés. Ah oui, donc, le travail de Jarnès n'était pas idiot, parce qu'effectivement, il a insufflé des idées, et ce travail se fait sur des cancers spécifiques, donc de la cavité abdominale, où on va d'abord mettre des doses de chimio qui sont 20 fois plus élevées que celles qu'on met par voie veineuse, et ensuite la température va effectivement potentialiser l'effet de la chimio et ensuite tuer les cellules cancéreuses. Je referme cette parenthèse, c'est pas le but de la conférence. Quelque chose qui est très important pour solutionner l'état de votre terrain au moment où vous démarreriez le protocole de prévention active du cancer. Comment savoir si vous avez un cancer depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puisque on a vu effectivement dans la courbe de Colline tout à l'heure que les signes cliniques apparaissent effectivement au bout de 8 ans pour un cancer du sein, c'est 11 ans pour un cancer du poumon et jusqu'à 15 ans pour les sarcomes. Donc c'est très très long. Voilà. Pendant ce temps, sournoisement, le cancer fait son travail, ne vous fait pas mal, et quand il apparaît, c'est souvent trop tard. Alors il existe des possibilités que bien sûr, la médecine officielle, la médecine orthodoxe ne reconnaît pas. Ce sont des tests de biologie prédictive. Je vais vous dire 2 mots là-dessus. Je crois qu'il est important effectivement de ne pas faire l'économie de ça. L'important, et quel que soit l'âge que vous ayez au moment où vous démarreriez le protocole de prévention active du cancer, c'est de savoir connaître l'état de votre terrain. Je vous en cite 2. Le bilan CEIA, qui se fait en Belgique, donc je passe sur le détail, c'est un texte de flocculation, flocculation sanguine, donc on travaille sur le sérum sanguin, et on va y faire toute une série de tests. Il faut bien sûr avoir un médecin qui va interpréter ces résultats. Ça n'a rien à voir avec les tests de laboratoire ou de biologie médicale qui va vous donner votre cholestérol HDL, LDL, ou votre glycémie à jeun, ou votre taux de fer. Pas du tout. Hein, effectivement, on travaille sur votre... Alors c'est très simple, c'est une prise de sang. Vous envoyez dans un tube avec un anticoagulant le flacon par DHL ou par compte de poste international à Bruxelles. Ils font les résultats, ils font l'analyse, et puis ils renvoient les résultats au médecin qui a la capacité d'interpréter. Et là, donc, on a une photographie du terrain. Et là, on se rend compte effectivement, on peut dire, oui, là, vous êtes dans un état inflammatoire, pro-inflammatoire. Je rappelle que les états inflammatoires ou pro-inflammatoires sont des mines pour le développement ce qu'on appelle les néoplasies, c'est-à-dire les cellules précancéreuses. Hein. Donc, c'est très important, effectivement, de savoir ça. Vous avez un autre type de test qui est la bioélectronique de Vincent. Alors, la bioélectronique de Vincent va travailler donc sur le sang, sur la salive et sur les urines. Et vous allez avoir la possibilité là aussi d'avoir une photographie du terrain. Alors, il existe des médecins qui font en France ces tests-là. Je vous invite à vous rapprocher de l'association de bioélectronique de Vincent pour avoir la liste de ces médecins. C'est extrêmement intéressant. Personnellement, j'ai fait 2 fois le bilan CEIA et 1 fois le test, donc la bioélectronique de Vincent, pour savoir quel était l'état de mon terrain au moment où j'ai démarré le protocole. Je suis à ma 6e année de protocole. Voilà. Ça ne veut pas dire que je croise les doigts, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de cancer, attention, mais en tout cas, j'ai fait tout ce qui était possible pour avoir une image aussi fidèle de ce qu'était le terrain. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important. Oui, parce que
ce que nous avons vu, 3 chiffres importants, 10 puissance 3, c'est 1000 cellules, c'est la fixation du cancer. 10 puissance 6, c'est le stade d'irréversibilité, c'est-à-dire nous avons 1 million de cellules cancéreuses. Et 10 puissance 9, c'est-à-dire le signe clinique, nous avons 1 milliard de cellules cancéreuses. À 10 puissance 12, vous avez 1000 milliards de cellules cancéreuses, ce que disait Samuel tout à l'heure, donc une tumeur qui va faire entre 500 grammes et 1 kg. Donc là, vous atteignez le stade de létalité, et c'est terminé. Faites bien le distinguo, et Gernez a fait un travail énorme là-dessus, entre la prévention passive et la prévention active. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en termes de nourriture, bien sûr. Mangeons le plus sainement possible, évidemment, faisons de l'exercice, etc., etc. Il y a des facteurs déclenchants que nous ne maîtrisons pas. L'air que vous respirez, la pollution électromagnétique, tout ce à quoi nous sommes exposés en permanence, que nous ne maîtrisons pas. On ne peut pas vivre dans une bulle. Voilà. Sur une île déserte, c'est pas possible. Donc ça, c'est de la prévention passive. La prévention active, c'est effectivement ce qu'a proposé Gernez par le biais du protocole. Voilà. Alors attention, c'est pas toujours simple de faire le protocole, il faut accepter dans l'idée de faire une réduction alimentaire. Pour bon nombre de gens, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Je vais terminer sur ce point-là, les difficultés à faire accepter le protocole plus qu'à le faire connaître. Dans notre, je vais vous citer une petite anecdote, mais on l'a partagée au téléphone avec Salim en préparant la conférence. Quand on a connu Gernez, quand on se penche sur les travaux de Gernez, et je pense qu'effectivement, à travers cet ouvrage de Soline Abdil, vous aurez effectivement l'ensemble des informations et des travaux et des théories de Gernez. Quand vous tombez dedans, c'est d'une part assez impressionnant, et puis c'est de toute façon incontournable. Alors nous, par souci de vouloir le communiquer aux autres, au début, on a communiqué à des cercles d'amis, le protocole, les informations sur la vie de Gernez, etc. On l'a envoyé par mail. Je me rappelle avoir envoyé un mail groupé, il y avait 80 adresses, c'est pas vrai. J'ai pas eu un merci. J'ai eu aucun retour. Je trouve que c'est assez étonnant qu'on fait un beau cadeau aux gens, quoi. Voilà. Je rappelle que, juste, je voudrais terrifier personne, mais c'est la réalité. Il y a dans cette salle un homme sur 2 qui aura un cancer, une femme sur 3. C'est la réalité, ça. Voilà. Non, mais les gens, apparemment, ils prennent beaucoup plus de précautions pour entretenir leur voiture qu'entretenir leur corps. C'est qu'avoir une file d'attente qui est le dimanche pour aller à la bagnole. Voilà. Donc, et puis un autre point aussi, qui est inhérent à l'être humain, c'est le fait que on a un corps. Alors, soit c'est un don de la nature, soit c'est un don de Dieu, si on a une croyance, mais en règle générale, pour la majorité des gens, c'est un dû. Et ce corps, il doit fonctionner. Mais s'il ne marche pas, ça ne va pas. Ah non, il faut faire attention, il faut l'entretenir, il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que, en tout cas, notre travail, c'est de vous délivrer le message, ce qu'on fait ce soir. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous invite vraiment à vous pencher sur ce protocole, qui d'abord est d'une totale innocuité, ça veut dire qu'il ne vous fera pas mal, hein, okay, et qui peut quand même vous sauver la vie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a un micro qui va... Oui. Bonsoir. Merci d'être venu pour cette conférence. Précisez à qui vous posez la question aussi. D'accord, ce sera Merci. d'y répondre. Soit Céline Lévy, soit monsieur, je dis votre nom. Lapétino. Par rapport au protocole de prévention, il s'utilise que en prévention. Et pourtant, le test sur les rats, il a été fait. Les rats, ils ont été inoculés par le... Oui. Et il a appliqué cette curative. Oui, mais l'inoculation a été faite sur des rats, donc on démarre le cancer. Je rappelle juste une chose, merci pour la question. Gernez le disait toujours, la carcinogénèse est permanente, la cancérisation est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons là, nous faisons des divisions cellulaires, et il se peut que dans votre organisme, pendant que vous me parliez, il y ait des cellules mutantes c'est-à-dire il y a la mauvaise photocopie de cellules. Et par une magie de la nature, cette cellule a un premier choix, c'est de se suicider. Ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire. Voilà. Si elle ne le fait pas, elle rentre en compétition avec les cellules saines, qui effectivement vont la détruire. Mais elle peut aussi passer cette barrière, et là le cancer s'installe. Donc ce qu'on a fait avec ce qui a été fait à l'INSERM, c'est effectivement d'inoculer un cancer, mais un cancer qui démarre. Voilà. On voulait avoir la certitude que les rats étaient cancérisés. Voilà. Mais on les cancérise avec une cellule cancéreuse. Voilà.
qui va se multiplier, qui va se diviser 4 fois dans l'année. C'est-à-dire qu'à la fin de la première année, les rats avec 4, donc 1, 2, 4, 6, 8. Voilà, ok ? Non, pardon, 2, 4, 8, 16, excusez-moi. Voilà, puisque c'est une progression géométrique. Donc, au bout de la première année, les rats avaient 16 cellules cancéreuses. Donc, on était effectivement dans un cancer qui n'était absolument pas fixé, et qui est très léger, qu'on pouvait attaquer. Voilà, on n'est pas dans un cancer, oui, comprenons-nous bien, pour ces rats, on n'est pas dans un cancer en phase terminale, c'est en phase 4, pas du tout. Hein. La courbe de Collins. On est au début, au tout début. Voilà. Donc c'est réversible. Oui, bonsoir, merci pour la conférence. Aussi, ça s'adresse à vous deux. Vous avez parlé de la notion de carême et du jeûne nécessaire dans le protocole de prévention active. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a un lien possible du carême, disons, religieux, chrétien, et qui est plutôt pas forcément un rapport de pénitence, mais un rapport aussi médical? Je crois que c'est évident. Après, chacun, il faut midi à sa porte. C'est évident. Il y a, vous savez, tout ce qui est religieux divin, il y a 20 000 lectures. Le bon Dieu, quand il parle à ses fidèles, c'est toujours des coups à 3 bandes, 8 bandes, 12 bandes. Tac, 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 ça part dans tous les sens. Alors l'observateur, il sait voir ce qu'il y a à voir. Les autres sont là en train de crier leur haine, leur ignorance, parce qu'en fait, quand ils sont ignorants, mais après, bon, c'est anecdotique. Enfin, nous, on le sait, après, chacun, il se fait son avis. L'essentiel, c'est que ça existe depuis des milliers d'années. Voilà, c'est tellement... Toutes les religions le font. Toutes. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Il y a l'aspect il y a l'éducation de l'esprit, du mental. C'est 8 bandes, je vous le disais, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il y a la purification. Le jeûne, c'est exceptionnel. Il y en a plein qui guérissent. C'est connu, en fait. Hein. C'est pas que le docteur Jeunesse qui en parle. Sauf que lui, il a fait ça, d'abord depuis très longtemps, et qu'il a créé un protocole très précis, scientifique. Donc c'est une stratégie de guerre. Hein. Il attaque, il commence, il affaiblit la cellule, après il donne le coup de massue, après, vous voyez ce que je veux dire, il balance un peu de cortisone, après bim, c'est très ingénieux et très précis. Donc, mais c'est évident que le carême tel qu'il est pratiqué dans la religion a une efficacité dans le traitement des cancers. Bonsoir, c'est une question pour vous deux, donc merci d'être venus. Et je voulais savoir, donc ces tests officieux dont vous nous parliez de l'INSERM, donc vous avez eu les résultats juste de manière orale, est-ce qu'il serait possible pour vous de les refaire faire et qu'ils soient publiés cette fois? Oui, alors, je me rappelle, c'est intéressant, je me rappelle une discussion avec Gernez là-dessus. Gernez disait, les tests ils ont été faits, bien faits. Ce qui est une réalité, double aveugle, randomisé, placebo. Donc, lui disait qu'il n'y a pas de raison de les refaire. Mais je pense qu'effectivement, nous, on est pour que ce soit refait. On est pour. Et qu'on le fasse aussi à l'échelle humaine. Une petite anecdote pour vous répondre. Le plan cancer va engager beaucoup de milliards, hein, comme chaque fois. Je me retrouve il y a quelques années dans un avion avec un chercheur de l'Institut Pasteur. On revenait de Guyane tous les deux, pendant 6 heures, je vais lui parler de Gernez pendant 6 heures, ça l'occupera. Et bon, il ne pouvait pas partir de toute façon, il était obligé de supporter. Et je lui dis, lui, il chopait des moustiques dans la forêt amazonienne pour les virus. Je lui parle de Gernez, j'ai dit, dites-moi, qu'est-ce que ça coûterait de refaire les tests, puisque je lui raconte toute l'histoire, de refaire les tests sur des gros animaux? Bon, il m'a dit 10 000 euros, 15 000 euros, allez, 20 000 c'est le bout du monde. Voilà. 20 000 euros, ça coûte rien. Voilà. Alors, effectivement, le problème, c'est que nous, on n'a pas légitimité à faire ça. Ouais, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut que ça passe par des organismes officiels. Donc, le jour où ils voudront bien accepter, effectivement, que ce soit testé, voilà. Après, on peut très bien, nous, avec l'association, avec un nombre suffisant d'adhérents, arriver à tester le protocole, voilà, à le proposer. Mais les résultats qu'on proposera, on sait très bien comment on répondrait. Je parle au conditionnel, donc vous pouvez, c'est pas officiel ce que vous avez fait, etc. Mais bon, effectivement, on y pense. Voilà, on y pense. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que financièrement, ce n'est pas un problème financier, parce que c'est 15 ou 20 000 euros pour refaire
refaire des tests sur les animaux, c'est rien du tout, quoi. Voilà, mais malheureusement... Mais quand on a le laboratoire, hein. Quand on a le laboratoire. Il faut avoir Il faut avoir le César, l'autorisation. ouais. Mais moi je pense qu'il y a peut-être un truc plus simple à faire, c'est le tribunal administratif, c'est de faire, enfin après il faut être organisé, il faut prendre des avocats et demander la divulgation de ces résultats. Ils ont des archives, sauf s'ils nous font le coup du Mediator en nous expliquant que les fiches de pharmacovigilance ont toutes disparu. Donc voilà, ils sont capables de le faire, c'est des voyous. Hein. Vous savez qu'il y a des dossiers d'une tonne qui ont disparu des tribunaux dans des affaires triponctuées. Donc ils sont capables de faire ça aussi. Mais franchement, vous en avez besoin ? Ben non, moi j'en ai pas besoin, moi je le crois. Je crois le docteur Gernez, voilà, c'est tout, point. Je n'ai pas envie voilà, c'est évident. Il y a tellement, ça crève les yeux. Ils se sont tellement donné de mal pour camoufler tout ça, pour une raison quand même évidente, dont on n'a pas trop parlé ce soir, c'est de se débarrasser la planète d'un peu de ses habitants. Je crois qu'on est là-dedans, c'est quand même très très grave. Quand la réponse du professeur Maté est édifiante, c'est la vie, c'est comme ça, il faut bien mourir. Hein, ils vont pas quand même, ils ont cotisé 40 ans, ils vont pas vivre 40 ans, sinon il faudrait cotiser 60 ans, etc. Et ça coûte trop cher un vieux, etc. Vous savez, l'idéologie du club de Rome, tout ça est acté et écrit dans des livres. Il y a des gens qui veulent diminuer la population mondiale, enfin, il y a des projets un petit peu bizarroïdes comme ça. En 1971, André Gernez se retrouve à une réunion rue Spontini à Paris avec le directeur général de la santé, sous l'égide de Michel Poniatowski, qui était ministre à l'époque. Est-ce qu'on diffuse ou pas le protocole de prévention active du cancer? C'était l'objet de la réunion. À l'issue de la réunion, la réponse est non, la raison est double. On va d'un coup rallonger la durée de vie de 7 ans et on n'a pas assez de place dans les maisons de retraite. Voilà la réponse qui a été faite à Gernez à l'époque. Hein. Donc il faut bien comprendre, effectivement, et il a raison, Saline de le souligner, il faut bien comprendre, effectivement, que, je veux dire, on n'a pas des amis, là. Donc il faut s'organiser. Nous, ce qu'on vous délivre, c'est gracieusement qu'on vous le dit. Voilà, profitez-en. Voilà. Il y a un bouquin que je viens d'acheter il y a une semaine ou deux, que j'ai reçu, que je n'ai pas encore lu, de mémoire il est tout bleu, et il s'intitule, alors encore une fois c'est exactement le même sujet, On tue nos vieux. Et c'est un professeur de gériatrie marseillais d'ailleurs, de Sainte-Marguerite je crois, ou de Conception, je ne sais plus. Non, je crois que c'est de la Timone, et très connu, très très connu, et qui a écrit ce bouquin dans lequel il explique qu'on tue des vieux pour libérer des places lundi. On les tue samedi, dimanche pour libérer des lits lundi. C'est écrit texto dans le livre. C'est clair. Ah, encore, le docteur Gernez, il n'a rien à voir là-dedans. Moi non plus. Mon ami Nicolas encore moins. Donc c'est un professeur qui s'occupe du traitement en gériatrie, donc des personnes âgées, donc certainement en phase un petit peu avancée de maladie, etc., qui le dit, le titre, on tue nos vieux. Voilà. Bon, moi j'appelle ça un meurtre, un assassinat, c'est un acte criminel, hein, et pourtant c'est institutionnalisé et protégé par les autorités ordinales, l'ordre des médecins, les autorités politiques, éthiques, etc. C'est quand même curieux qui commencent par leurs parents déjà, qu'ils arrêtent de tuer les parents des autres, quoi. Bonsoir. Déjà, je voulais savoir si quand on parlait de la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique. Et bon, ça s'adresse plus à Salim. Concernant l'huile de Nigel, est-ce que vous connaissez le hadith qui dit justement que c'est virer le tout sauf de la mort? Et si vous avez des informations par rapport à ça. Oui. Bon, j'ai un ami qui travaille beaucoup là-dessus, qui va écrire en plus une petite brochure là-dessus. Bon, l'huile de Nigel, je pense que c'est le même principe que la B17 ou que l'extrait de pépins de pamplemousse, etc. Je pense que c'est connu, hein, c'est un curatif très 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 intéressant. Mais c'est toujours la même problématique, c'est que après, moi j'aime bien tout ce qui est science. J'ai une formation scientifique, il faut des études, toujours pareil. Des études en double aveugle, randomisées, tout ça, c'est des termes techniques, mais qui veulent dire beaucoup de choses. C'est le sérieux de l'étude. Et après, voilà, mais c'est évident que ça guérit de beaucoup de choses. Oui, l'huile de Nigel, c'est connu. Hein. Mais bon, et après, il faut préciser les choses. Il ne suffit pas juste de parler. Après, quand on rentre dans le détail, les gens, ils veulent des précisions. Ça guérit quoi?
La quantité, la posologie, l'application, le matin, la nuit, le jour, sous quelle forme, etc. Donc après, il faut étudier la question, mais j'ai un ami qui travaille là-dessus d'ailleurs, ça ne saurait tarder, je crois. Voilà. Pour ce que vous avez dit là, pendant un mois, faut pas manger. Si, il faut manger. Non, mais je veux dire, faut jeûner, mais faut prendre tel truc. Oui. Si, comme moi, par exemple, bon, on est des millions comme ça, mais je prends 2 fois par jour des médicaments. Est-ce que ça va gêner? Il y a ça, et puis... C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, des personnes... Alors, c'est capital, hein, ça, c'est quelqu'un qui prend des médicaments, certains médicaments. Moi, dans ma pratique, ça change absolument tout. Je ne peux pas faire certains trucs. Je suis une femme enceinte. Il y a plein... Mais là, c'est la médecine de faire ce travail. C'est à la médecine. Tu vois, par exemple, un diabétique, ça veut strictement rien dire. Il y a des diabètes type 1, type 2, type 8, type 12, équilibré, pas équilibré, type... Enfin, il y a 1 milliard de choses. Et ça, c'est à la médecine officielle de faire ce travail de détail. Ça, c'est les petits réglages. C'est sûr que c'est frustrant pour une personne concernée. Mais moi, personnellement, je suis incapable de rentrer là-dedans. C'est trop précis, c'est trop sérieux. Donc ça, ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est clair, c'est pour un corps sain. Hein. C'est pour un corps sain. Donc après, quand on va dans tout ce qui est pathologie, et Dieu sait qu'il y en a des tonnes. Hein, moi, j'en croise des maladies, des jeunes Vous savez, maintenant, les bébés, ils naissent avec des tumeurs au cerveau. Le bébé, il sort du ventre de sa mère avec une tumeur de la taille d'une pêche dans le cerveau. C'est quelque part... Le protocole est dépassé, quoi. Parce que ça, c'est au bout de 40 ans, c'est dans ce truc. Là, c'est à 0 jour, il commence avec un cancer. Ça part en cacahuète, là. Hein. C'est grave, hein. Mais là, je crois que c'est clair, hein. C'est le travail. C'est toujours pareil, hein. Voilà, il y a 20 000 médecins, ou je ne sais plus combien en France, ou 40 000. C'est à eux de bosser là-dessus, et de peaufiner. Et il y a 1 milliard de maladies différentes. Il y a 1 milliard de maladies, tout ce qui est fonction rénale, fonction hépatique, déjà, ça change tout, puisque il faut diminuer les doses de médicaments, il faut diminuer tout, parce que ça filtre mal. Toutes les insuffisances rénales, ça part dans tous les sens après. Après, c'est des professionnels qui font ça tous les jours, qui doivent prendre ces décisions. Et parler, après, il y a les intolérances. Vous lui faites une dose d'anesthésie, il a anesthésié 4 heures, l'autre, il lui faut 4 ou 5, et on n'a pas fini l'acte et l'anesthésie est déjà passée. C'est quoi la différence entre les deux? On appelle ça la variabilité biologique. C'est-à-dire, les deux sont sains, les deux sont parfaitement sains, normaux, mais ils réagissent totalement différemment à la même molécule. Donc, comment on fait? Donc, il faut doser. C'est-à-dire, le type, il a le téléphone du praticien, et s'il lui arrive quelque chose, allô docteur, voilà ce qui se passe. Hop, on arrête, revenez, et ils font des... Voilà. C'est un travail du quotidien, c'est un travail de professionnel. C'est pas du à peu préisme. Hein. Et, on trouve où les produits là, pour faire cette cure? Parce que tu dis à tel produit, je sais plus quoi. Pour le protocole, vous sur le site de la page, on ne vend pas de produits, attention. Hein. Alors, on vous communique effectivement des informations pour qu'ensuite vous puissiez faire le protocole. Voilà. Nous, on ne vend rien, hein, parce que ça serait de l'exercice illégal de la pharmacie et de l'exercice illégal de la médecine. Voilà, c'est sur le site de la page, voilà, le site. Vous aurez ces informations. Je voudrais juste vous répondre, monsieur, sur le fait, effectivement, et ce que Gernez voulait d'ailleurs, hein, c'est que le protocole doit passer par des médecins, parce qu'effectivement, pour des gens effectivement, qui sont sous des protocoles déjà médicaux, donc on ne peut pas répondre à là. C'est le médecin qui, au cas par cas, va dire, bon, en fonction de ce que vous prenez comme médicament, si le protocole peut se faire ou pas, ou si on peut mettre en pause les médicaments que vous prenez, etc. Et là malheureusement, c'est que le médecin qui doit le faire. Mais on les trouve où, les médecins sérieux? Vous avez des adresses, des noms Alors, c'est ça il y a effectivement des médecins qui sont raccordés à la PAG, mais vous savez, le problème du médecin, c'est que dans sa culture, il n'est pas pour tout ce qui concerne la prévention.
Un médecin, c'est d'abord faire du curatif, en règle générale. Donc c'est très difficile. Le travail qu'on fait est difficile parce qu'il faut d'abord aussi convaincre ces professionnels. Alors il existe effectivement, pour vous répondre, quelques médecins qui sont tout à fait ouverts au protocole et depuis très longtemps, voilà, et qui donc effectivement feront en sorte de, non pas de vous aider, mais de faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire sans aucun problème. Et il y a aussi des naturopathes. Des naturopathes qui, eux, sont dans une logique préventive et pas une logique curative, qui vont vous permettre effectivement d'accéder au protocole. On a d'ailleurs créé un protocole naturo, voilà, qui permet effectivement, avec les naturopathes, de le faire. Parce qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir votre médecin traitant, déjà lui parler de Gernez, lui parler d'un protocole de prévention active. S'il ne vous a pas mis dehors au bout de 5 minutes, vous aurez de la chance, parce que c'est là la difficulté. Voilà. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'on est devant un néant. Voilà. Donc j'aurais profité de dire une petite chose, revenir sur la fièvre. Pour celles et ceux, enfants ou pas enfants, adultes ou pas adultes, quand vous aviez de la fièvre, gardez-la. Ne la faites pas baisser. La fièvre est un épisode acidosique qui va permettre de tuer des micro-tumeurs. Et les virus aussi. Et les virus aussi. L'acharnement de l'antibiothérapie, l'acharnement des médecins dès que vous avez une rhinite, une trachéite, une angine, de vous filer tous ces produits-là, tue cette possibilité à la fièvre de faire son travail et qui va donc mettre effectivement l'organisme à l'acidose et qui donc va, pour les éventuelles cellules qui seraient naissantes, cellules tarées ou mutées, de les tuer facilement. Voilà, un gamin qui a la fièvre, je veux dire, j'ai fait l'expérience avec le mien, ça se passe très mal par rapport à l'entourage, parce que la difficulté c'est l'entourage. Moi, mon gamin, il a gardé la fièvre pendant 8 jours, 9 jours, on était entre 39 et 40 degrés, c'est-à-dire qu'on le tenait dans les bras, il ne bougeait plus, quoi. Voilà, on le contrôlait, des petits bains de temps en temps pour lui faire baisser la température, descendre à 38, c'est tout. Et au bout d'une semaine, c'était fini. Alors, je sais plus ce qu'il avait, une angine, peu importe, c'est pas très important, voilà. Mais je pense qu'on lui a fait du bien. Parce que déjà, on l'a fortifié. Donc, même un adulte, si vous avez de la fièvre, gardez-la, supportez-la, faites-la baisser avec un petit bain au cas où. Il faut la contrôler. Hein, il faut la contrôler. Et c'est surtout, c'est très important. Vous travaillez sur vos petits cancers qui se développent instantanément. Je répète cette phrase de Gernez qui est capitale. La carcinogénèse est permanente, la cancérisation est exceptionnelle. Donc, on fait des cellules tarées en permanence. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, en fait, bienvenue à Lyon. Ma question serait en fait à quel âge il faudrait mettre en pratique ce protocole? Et la seconde, en fait, c'est ce protocole peut-il être efficace pour le psoriasis? Ouh, là j'ai envie de vous parler d'un truc. On n'est pas couché. Non, sur le protocole, rapide, puis tu réponds sur le psoriasis. Sur le protocole, quand Gernez a fait ses travaux dans les années 70, effectivement, il disait que le taux de morbidité était aux alentours de 40 ans, donc il fallait démarrer le protocole à cette période-là. Donc on se rend compte aujourd'hui, effectivement, qu'il y a des cancers de plus en plus. Je ne parle pas des cancers chez l'enfant, ça malheureusement, c'est des choses qui nous échappent. Mais effectivement, il y a des cancers qui se déclenchent plus tôt. Là, on se rend compte que chez les jeunes femmes, il y a des cancers du sein. Donc je rappelle quand même aussi que pour le cancer du sein, le cocktail lithique qu'est la pilule, qu'est la cigarette et le non-allaitement, effectivement, voilà, va permettre une explosion des cancers du sein. Donc on a des cancers du sein qui sont beaucoup plus tôt. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une fois que la maturité sexuelle est atteinte, c'est-à-dire 18, 19, 20 ans, faites le protocole. Voilà, je veux dire, ça vous emporterez que mieux. Oui, 40 ans, parce que au début, Gernez, si vous voulez, dans ses travaux, à l'époque, faut se remettre dans le contexte de l'époque, 1970. Bah oui, il faut commencer. Ah oui, moi j'ai un très bon ami qui a commencé son protocole à 62 ans, il a fait un jeûne de 42 jours. Voilà, pour mettre les compteurs à zéro, ça la rejoint, il est là, il pourra vous témoigner tout à l'heure. Voilà, donc le jeûne est un très bon moyen de faire le reset, quoi. Voilà. Et au moins parce qu'effectivement, il ne savait pas à 62 ans dans quel état, cancer ou pas, il était. Moi personnellement, je dirais maintenant, c'est dès que vous êtes en capacité de le faire, de comprendre, l'important c'est de le faire. Parce que là, les règles ont changé. Hein. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas la pollution actuelle, il n'y avait pas le Wi-Fi, il n'y avait pas les GSM, il n'y avait pas la 4G. Attention. Il n'y avait pas tous les OGM que vous avez de plus en plus et qui sont cancérigènes. Tout le monde le sait. Surtout, d'ailleurs, c'est quoi l'OGM? C'est un cancer
C'est une anatomie, c'est une anomalie génétique. Hasardeuse en plus, avec bombardement d'ADN, enfin c'est n'importe quoi. Bref, vous savez que le bio, s'il est à moins 0,9% d'OGM, est taxé bio. Moins 0,9%, merci Christine Lagarde, je ne sais plus quel abruti nous a fait ça. C'est-à-dire vous avez de l'OGM mais ça reste bio parce que c'est moins de 0,9%. C'est quoi le concept là? Enfin bref. Concernant les maladies de la peau, là je vais vous parler d'un truc que peut-être peu de gens connaissent ici. L'auto-hémothérapie, qui connaît? C'est tout. Auto-hémothérapie. Donc la thérapie par son propre sang. Donc vous prenez, c'est tous les 5 jours, vous prenez 5 centilitres de sang ici, et vous le mettez dans la fesse. Vous faites ça par une infirmière, ça c'est mon père qui le fait, mon père est médecin, et il a guéri des choses extraordinaires. Vous mettez toutes les pommades que vous voulez, ça passe pas. Et l'auto-hémothérapie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, vous trompez votre immunité, l'immunité qui croit que vous allez avoir une inflammation, un corps étranger dans le corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Le système immunitaire, il va augmenter, il va multiplier par 4 ou par 5 le taux de macrophages circulants. Le macrophage, c'est la poubelle de l'organisme macrophage, donc la grosse cellule qui va bouffer tout ce qui traîne. Elle va nettoyer absolument tout, c'est très bon d'ailleurs pour tout, hein. Et vous avez des résultats extraordinaires. Donc au bout de 5 jours, le taux tend à rediminuer, à redevenir à la normale. Boum, vous rebalancez une autre injection pour garder le taux des macrophages toujours assez élevé. Et vous faites ça 3, 4 fois, 5 fois. Il y a un document, un article qu'on va publier sur mon site bientôt sur l'auto-hémothérapie. Et c'est très, très, très intéressant. Encore une fois, quel est le prix d'une injection, le prix de la seringue, quoi. C'est terrible, hein. Vous avouez, une infirmière, une injection, je crois que c'est facturé 12 €, c'est remboursé par la Sécu, enfin, c'est 3 fois rien. Auto-hémothérapie, ça fait disparaître des maladies de la peau, comme ça, des maladies, enfin voilà. Donc renseignez-vous, vous allez sur internet, il y a des documents là-dessus. Hein. Bonjour, ma question elle est pour vous deux. Donc après la conférence, je me demandais est-ce qu'en France il serait envisageable de réorganiser le système médical et l'industrie pharmaceutique, parce que comme vous l'avez dit, il y a des médecins qui nous font des ordonnances de médicaments comme la biseptine, etc. C'est à la base qu'il faut régler le problème, et si aujourd'hui on règle des problèmes avec la conférence que vous faites aujourd'hui, demain il y aura d'autres médicaments qui seront des mensonges pour faire de l'argent dans l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'il faut être conscient d'une chose, vraiment conscient de ça, parce que sinon c'est perdu d'avance, c'est que nous sommes en guerre. Et on a un ennemi extrêmement puissant en face, puisque cet ennemi vit et survit par nos impôts. Il nous terrorise par encore nos impôts, par nos structures policières, judiciaires, ordinales, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des dentistes, etc. Nous sommes en guerre. Cette guerre, il faut la mener avec stratégie, il faut des commandants, des colonels, des généraux, et elle ne va pas être facile à gagner. L'industrie pharmaceutique, pour ceux qui ont vu le film sur le truc au Nigeria, Constance du Jardinier, je crois, ils ont tué des gens. L'industrie Big Pharma a tué des gens pour calmer des affaires. Vous avez vu celle qui a dénoncé le scandale Mediator, le docteur Irène Frachon a reçu des menaces physiques, elle a été mise sur écoute. L'industrie pharmaceutique, c'est une mafia criminelle. Ils tuent des centaines de milliers de personnes par an et ils n'en ont rien à cirer. Donc il faut être conscient, avant de vouloir se lever contre un ennemi, de mesurer sa force, etc. Après, on prend des stratégies. Alors moi, je vois un obstacle insurmontable, je le contourne. Je rentre pas dedans. Je le contourne. Donc il faut parler aux gens. Et quand on sera très nombreux, je pense que l'obstacle sera jouable. Pour le moment, non. Pour le moment, on est... Vous savez, des gens qui sont capables de s'élever contre l'industrie, contre... Vous savez, j'ai beaucoup d'amis très proches, médecins, dentistes, pharmaciens, des professeurs d'université qui sont d'accord avec moi et qui ne peuvent pas le dire.
c'est impossible. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont totalement d'accord. On discute, c'est ma vie, hein, c'est mes amis. On a grandi ensemble, c'est des copains, on a mangé, on a rigolé ensemble. Voilà, c'est terrible, c'est une secte. Vous voyez la secte, tout le monde se regarde comme ça avec le coin des yeux, personne ne veut dire que l'autre il déconne, parce que bon, il a piqué dans la caisse, mais on ne peut pas dire parce qu'on va être exclus, ils sont tous là à regarder leurs pieds, leurs chaussures. C'est exactement la même chose, c'est terrible. Mais ça va venir, parce qu'il y a plein d'étudiants en médecine, en dentaire, il y en a plein qui mettent plus d'amalgame, qui mettent pas, qui savent, voilà, ils sont de plus en plus conscientisés, mais c'est encore, oui, c'est je crois que c'est, nous aussi, en fin de compte, nous sommes un cancer contre l'industrie de la, voilà, on était 2 en 2007-2008, où voilà, j'étais seul, après 2, après 4, après 8, 16, 32, et je pense que quand on va arriver au stade d'irréversibilité, c'est-à-dire 10 puissance 6, là, on va les défoncer. Ah, on va les défoncer, là, mais il y aura des procès, hein. Je rigole pas, il y a des gens qui vont exiger des procès. Non, venez. Si le temps nous reste sur cette planète, il y aura des procès. Qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous avez tué des millions de personnes. Qui étaient responsables? Mais pour le moment, franchement, il ne faut pas rêver. Hein. Là, il faut travailler en douce. Voilà. On peut faire des choses, parce qu'il y a des génies qui nous ont aidés pour guérir les gens sans passer par eux. C'est pas cher. Et c'est fonctionnel. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'eux, donc pourquoi je vais me casser la tête avec eux? Et il faut informer, faire tâche d'huile, faire une pyramide, hein, c'est une pyramide. Si chacun il en parle à 10, hein, la cellule cancéreuse c'est 1 par 2, enfin, c'est à chaque fois fois 2. Nous on peut faire fois 10. Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est plus que géométrique là, c'est monstrueux. Donc faisons-le. Mais il ne faut pas, voilà, faut pas rêver. Question? Ouais. Bonsoir, j'avais une question à vous poser concernant la maladie d'Alzheimer en fait. Et je sais que c'est une maladie, d'après ce que j'ai entendu, qui disparaissait à partir de l'âge de 80 ans, quelque chose comme ça. Et je voulais savoir si vous pouviez nous rappeler les études qu'a fait Dr Jarnez là-dessus. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est très simple, il y a toute la problématique des cellules souches. Ouais, c'était l'aspect en fait avec la religion. Voilà. Ouais, voilà, plus la religion. Donc, plus vous ralentissez l'utilisation de ces cellules souches, mieux c'est. Donc, ça change absolument tout. Et après, bon, il y a la biologie de la fonction religieuse. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il a fait le rapport direct entre le projet laïciste triponctué, pour ne pas citer la secte au pouvoir, qui a voulu extraire Dieu du cœur des gens. Donc lui, il a fait une étude scientifique simple, historique. Quand est-ce que les écoles catholiques ont été fermées? 1880, quelque chose, 27, un truc comme ça, 88, enfin, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Quand est-ce que Jules Ferry, 1905, etc. Il fait tous les calculs. Bon, la maladie d'Alzheimer, c'est un certain Alzheimer qui l'a découverte en 1906, je crois. Donc, il fait le rapport. Et bon, il va aller dans l'anatomie au niveau du centre du cerveau touché par la maladie. C'est la zone de décroyance. Après, il fait des rapports très simples, très basiques, hein, niveau collège. C'est-à-dire la fonction crée l'organe, etc. Vous savez, des trucs tout bêtes. Hein. Vous faites du sport, le muscle il grossit, vous faites plus bidule. Vous faites des exercices mentaux, des trucs de calcul, de bidule. Vous allez de plus en plus vite, etc. Le guitariste, voilà. Vous répétez la chose, plus vous allez avoir une dextérité, une facilité, et voir dépasser des bornes, impressionner votre entourage. Donc il fait le lien, donc plus on travaille quelque chose, plus c'est vivant, plus, et ça c'est connu de tous, c'est une fonction neuronale classique, plus le neurone crée des synapses. Donc, je vous laisse imaginer, un neurone, c'est quelque chose de... Bon, ça aussi, il faudrait en parler aussi pour expliquer que le cerveau, ils n'y comprennent rien en fait. Hein. Donc, ils ne savent pas ce que c'est, 80 milliards, 100 milliards de cellules, de neurones.
10 fois plus de cellules gliales, enfin des trucs qu'on vient de découvrir il n'y a pas longtemps. Hein. Un neurone peut se connecter, il a un axone, mais il a des dendrites, il peut se connecter à 1000 cellules, enfin des trucs, des chiffres hallucinants. Donc si un neurone, il se connecte à, par exemple, 5 cellules. Si ces 5 cellules meurent, le neurone, il est tout seul. S'il se connecte à 1000 cellules, ces 5 cellules meurent, il n'en a rien à cirer. Il y en a 995 qui peuvent shunter le passage. Et ça part dans tous les sens. Donc, et l'apprentissage se fait. Donc c'est infini. Hein. Là, je vous laisse imaginer, on parle de pyramide tout à l'heure, là c'est 100 milliards par 1000 de connexions. C'est incalculable, il n'y a pas un ordinateur qui est capable de calculer tout ça. Et tout ça avec l'électricité qui part dans tous les sens, les influx, etc. C'est vraiment impressionnant. Bon, le docteur Jarnez, systématiquement, il rentre dans la physiologie de la pathologie. Hein. Hein, c'est clair, hein. Il vous explique qu'est-ce qui est en cause, le neurotransmetteur qui est en cause, acétylcholine, dopamine, bidule, je sais pas quoi. Il rentre vraiment, c'est de la pure science, hein, c'est pas, voilà. Donc, il fait le rapport, il fait le lien entre les deux, et il explique tout simplement que depuis, en plus, cette explosion d'Alzheimer, elle est géographiquement circonscrite en Occident, comme par hasard. Il n'y a pas ça dans le reste du monde où il y a encore des croyances religieuses. Donc bon, je crois toujours pareil. Hein, c'est un guerrier, hein, c'est Sun Tzu. Il vous encercle, il vous ramène toutes les preuves et vous comprenez. Donc c'est très simple. Depuis cette politique, bon là j'ai envie de dire que la bête humaine qui a été quand même qui a été honorée par le Très-Haut, a voulu sortir de sa fonction. Elle en dépérit. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire En fait, le cerveau, il a une... En plus, c'est même pas une question de croyance, quoi. Ça va au-delà de tout. On le sait très bien que c'est le cerveau qui est capable de faire dépasser les limites physiques, les constantes physiques. Il peut les faire dépasser. On peut faire des choses avec notre corps qui dépassent l'entendement. Hein, marcher sur du feu, etc. C'est pas logique de pouvoir faire ça. Ça devrait brûler. Pourquoi ça brûle pas? Donc il y a des choses quand même qui se passent et qu'on ne connaît pas et qui sont là en fait. Et voilà, ils ont voulu nous dire que Dieu n'existait pas. Donc maintenant, ils savent que c'est impossible, que ça crée des dépressions, qu'on est parmi les pays industrialisés les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, de suicider à 20 ans, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Là maintenant, ils parlent de spiritualité laïque. Parce qu'ils savent que le corps humain a besoin de spiritualité. Spiritualité laïque, c'est pas un oxymore. Je sais même pas comment on pourrait appeler ça. C'est de la débilité maçonnique. Voilà, tout simplement. Pléonasme, excusez-moi. Donc non, enfin, faut arrêter. Donc là, je crois qu'il a prouvé par A plus B la relation entre la fonction religieuse et la maladie d'Alzheimer. Voilà, tout simplement. Qu'on nous prouve le contraire. Qu'on nous prouve le contraire. J'ai rien à vendre. Hein. Qu'on nous prouve le contraire. Amenez vos preuves pour dire l'inverse. Je crois que c'est simple. Je voudrais finir sur une note d'optimisme, parce que vous avez été assez pessimiste ce soir. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Vous allez voir qu'on est d'accord. Moi, je suis chercheur, rebelle, et je forme des médecins en France, dont une qui est à la PAG, je citerai que son prénom, elle s'appelle Bernadette, si vous voyez qui je veux dire. C'est une de mes grandes amies. Des médecins qui font changer les choses. Moi, j'enseigne la chimie naturelle du corps humain, qui est complètement méconnue de la médecine. Pour le psoriasis, par exemple, vous pouvez utiliser du plâtre, c'est encore moins cher. Du plâtre, c'est du calcium et du soufre. Et ça marche très bien. Et je souhaite que le procédé Jarnez, il ait longue vie et qu'on l'améliore encore. Merci. Merci infiniment.